Salut les amis, c'est Alain Semevo. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est avec Cédric Beau. Cédric Beau, c'est l'un des plus grands, je dirais, e-commerçants, et en même temps aussi dans le monde de l'import-export. Il a commencé il y a plus de 15 ans. Et moi, personnellement, je l'ai connu en 2013, 2014 plutôt. Après mon voyage en Chine, je voulais apprendre le chinois à l'époque. Et j'avais fouillé des cours de langue et j'étais tombé sur son site web à l'époque où il parlait d'import-export, de culture chinoise. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et par un plus grand des hasards, on s'est contacté et on a décidé justement de faire cette vidéo, cette interview pour parler de Cédric. On va parler de beaucoup de sujets, donc restez jusqu'à la fin. On va parler d'import-export surtout, de dropshipping bien évidemment, d'e-commerce et sa vision justement du dropshipping aujourd'hui en 2022 et aussi dans tout ce qui va être négociation, matières premières, etc. Beaucoup, beaucoup de sujets, les amis. Bienvenue à toi, Cédric, sur la chaîne. Comment ça va? Ça va, merci de me recevoir. Écoute, ouais, bah, ça va super, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Très content de te recevoir. Tu as été mon professeur de langue, j'ai envie de dire. Tu as été mon prof de langue chinoise, donc c'est un peu... Et ça a beaucoup aidé justement dans le business. Donc, je te laisse te présenter. Qui Forcément, ouais. es-tu? Qui es-tu, Cédric, et qu'est-ce que tu fais actuellement? Bah alors moi, je suis Cédric Beau, importateur de métiers et passionné des langues. Donc ça résume bien effectivement ce que tu disais quand tu m'as découvert dans les années 2013-2014. Moi, je suis sur Internet depuis à peu près 2008-2009, avec à la base deux blogs, un sur l'apprentissage du chinois et la Chine, quand j'étais en fait en Chine, moi dans les années 2006, 2007, 2008, 2009, et un autre sur tout ce qui était import-export, parce que quand j'étais en Chine, quand je suis parti en Chine la première fois aussi, il y a pas mal de gens qui m'avaient dit, tiens, en même temps, est-ce que tu pourrais regarder ça pour nous? J'avais des appels d'offres pour l'armée de terre. Mon épouse, son père, lui, il exportait des pneus de la Chine jusqu'à l'Europe. Et donc, j'étais dans le bain, voilà, depuis les années, effectivement, 2006, moi. Voilà, là, ce que je fais actuellement, bah, c'est pareil, toujours de l'import-export majoritairement. Moi, le e-commerce, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à côté toujours. Au début, j'étais cadre dans l'import-export. Quand je suis revenu de Chine, j'ai travaillé dans une PME française avec la VAD et la VPC, là. Donc les trois Suisses, la Redoute, Drypagon, machin chose. À côté donc du e-commerce, c'était plus mon épouse qui faisait des petites boutiques, bijoux fantaisie, des choses comme ça à l'époque. Et donc bah là, je fais toujours la même chose en fait. C'est-à-dire que mon activité principale, c'est toujours l'import-export. Maintenant, en plus, je commence à aider des e-commerçants qui font des gros chiffres. Ouais. Et puis, après, j'ai toujours cette passion des langues. Là, je suis en Thaïlande. Donc, du coup, je découvre un petit peu le thaïlandais, qui est très proche du chinois d'ailleurs. Ah Sauf qu'à ouais, l'écrit, c'est même un peu plus facile. ah ouais, d'accord. Parce que quand on regarde un peu l'écriture thaïlandaise, avec beaucoup de cercles, beaucoup de courbes, j'ai envie de dire, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué que l'écriture chinoise. Donc, du coup, Et ils ont un alphabet, donc c'est bien. ah oui, d'accord, c'est un Ouais, ils alphabet. ont un alphabet. C'est ça. Ok, Donc, ça, c'est ok. pratique. C'est pratique, effectivement, par rapport au chinois. C'est pratique. Donc, du coup, comment tu as expliqué que tu es rentré dans l'import-export un peu comme ça? Mais est-ce que tu as fait des études pour rentrer? Est-ce que tu as fait un peu d'études comme ça qui t'ont permis d'avoir cette facilité ou c'est juste vraiment parce que tu étais en Chine et qu'on te demandait les choses et tout? Alors, j'ai fait les études, mais au final, c'est pas les études qui m'ont aidé à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études commerce et vente, spécialité droit et management de la distribution. Donc une école semi-privée avec Carrefour, Auchan, etc., qui ensuite ont été mes clients d'ailleurs, donc il y a eu cet avantage-là quand même. Mais à la base, voilà, c'était beaucoup de théorie, et au final, quand tu arrives dans la vraie vie, avec la Chine, et ensuite quand je suis rentré en France, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui te sont utiles à part l'anglais et le chinois. C'est vraiment les compétences qui m'ont aidé le plus. Donc voilà, en fait, je faisais commerce et vente dans les études avant de partir en Chine et avant d'apprendre le chinois. Donc ça a été comme ça. Comme pour mon métier en fait. C'est-à-dire que pour les études, commerce et vente, puis les langues. Pour mon métier, l'import-export et la passion, les langues. Tu vois, en fait, c'est Ok. c'est cette logique-là. Mais honnêtement, ça m'a pas servi à grand-chose, les études de commerce et vente, par rapport aux études de chinois. Effectivement, le chinois, c'est beaucoup plus. Et du coup, c'est quoi la relation que tu as mis en place dans le port-export? Est-ce que tu importais de la Chine vers l'Europe ou de l'Europe vers la Chine? Comment tu gérais les deux? Euh, Majoritairement, moi, ce que je fais, c'est de l'export de la Chine vers l'Europe.
notamment France, Belgique, Allemagne majoritairement. Ouais. Et après, on a fait de plus en plus le reste du monde, mais souvent de la Chine vers le reste. C'était de la Chine vers la Thaïlande, de la Chine vers les États-Unis, de la Chine vers l'Afrique. On avait parlé du Bénin sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, etc. Donc c'est surtout voilà, acheter en Chine. C'est d'ailleurs le nom de la chaîne YouTube sur laquelle je fais mes contenus. Acheter en Chine. Et ensuite, eh ben, on exporte en fait de la Chine vers plein de pays différents. Ok, parfait. Et du coup, tu as parlé de l'Afrique. Ça a été quoi ton expérience en Afrique dans l'import-export un peu? Raconte, est-ce que tu as des anecdotes, de petites histoires un peu? Comment ça s'est passé? Il y a pas mal d'anecdotes. Il y a pas mal d'anecdotes. Donc, bon, il y a toujours cette histoire du riz. J'avais fait de l'export de riz de la Chine vers le Bénin. Ouais. Donc, voilà, quelques dizaines de tonnes. Et j'avais été choqué à l'époque par la corruption. Mhm. C'est-à-dire que c'était voilà, une société donc au Bénin qui me dit, tiens, Cédric, voilà, il nous faudrait ça, machin, tout. Puis on prépare tout bien. Et ensuite, quand on a tout bien préparé, ils me disent, OK, mais alors il faudrait faire transiter le virement par cette société-là, etc. Et tu te rends compte qu'au final, c'était à l'époque des membres du gouvernement en fait, Ouais. qui voulaient faire d'abord passer l'argent par leur compte et ensuite, eux, ils reversaient donc sur les trucs. Enfin bon, c'était voilà, on va dire corruption. Ouais. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail quand même. Et ensuite, donc il y a plein d'anecdotes. Là, plus récemment, on avait une demande pour un conteneur de couches. Qu'est-ce qu'on a qui est intéressant aussi? On a fait des sapins de Noël aussi. Euh, En règle générale, s'il y a quelque chose à dire sur nous, ce qu'on fait de la Chine vers l'Afrique, c'est quand même que les acheteurs africains, ils achètent des produits qui sont quand même de piètre qualité. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas du tout sur des normes occidentales et ils veulent vraiment le plus bas prix et ils vendent des trucs quand même assez pourris, si je me permets l'expression, sur le marché africain. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que Ouais. souvent, en plus, ils vont essayer quand même de le vendre un petit peu plus cher. Donc on a vraiment l'impression d'être comme les magasins Babou en France où je sais pas les trucs, c'est la foire fouille, Jiffy, machin chose, mais en pire. Tu vois, en pire. Et je trouve que c'est un petit peu malheureux. Mais mes expériences ont toujours été un petit peu décevantes de ce côté-là par rapport à ce que moi j'aime faire. Parce que moi j'aime bien avoir des trucs aux normes. On a des trucs qui sont aux normes, nous, dans les produits qu'on exporte, que même la plupart des gens, la plupart des grosses sociétés françaises ou Auchan Carrefour, machin chose, tu vois, ils mettent même pas aux normes quand tu regardes par exemple les câbles électriques, les alliages, les choses comme ça. Nous, on est toujours super réglo. Donc c'est toujours un petit peu triste quand c'est une commande pour l'Afrique, même si ça tend à aller de mieux en mieux. Enfin là, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu, donc on verra pour la prochaine, mais ça va en s'améliorant. Il faut le dire aussi parce que voilà, il faut toujours, moi j'aime bien parler, faire un état des choses, mais aussi parler de la tendance. Et Ouais. si j'ai eu des expériences quand même assez tristes, il faut dire que ça va quand même dans le bon sens aussi. Ça, c'est bon à noter, ça c'est bien. Ok, d'accord. Effectivement, on en a déjà parlé un peu de tout ça. Et comme je te le disais aussi dans l'interview de la vidéo qu'on a faite, donc si vous n'avez pas regardé la vidéo, je remets le lien dans la description. On a fait une vidéo ensemble avec Cédric sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Cédric pour aller voir cette vidéo aussi. Et effectivement, les choses se sont améliorées, enfin, s'améliorent de plus en plus. Et bon, on a quand même cette tendance vers beaucoup plus de positif et moins de corruption. Sinon, effectivement, avant, c'était beaucoup plus de corruption. Et aujourd'hui, en tout cas, pour le cas du Bénin que je maîtrise énormément, il y a vraiment une chasse aux sorcières dans ce domaine-là actuellement. Donc, l'une des choses que je voulais parler, l'une des questions même qu'on m'a posé le plus, c'est au niveau des moyens de paiement. Comment gérer les moyens de paiement, surtout quand on est débutant, on a envie de se lancer dans l'import-export. C'est extrêmement compliqué, on parle de beaucoup de choses. Comment toi, tu as pu gérer dès le départ au niveau des moyens de paiement de la Chine vers l'Afrique, vers l'Europe, etc. En règle générale, nous, bon, même si on a des gens qui essayent de faire des lettres de crédit, c'est quand même Ouais. assez complexe avec les fournisseurs chinois parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, notamment quand moi je débutais, hein, il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et beaucoup voilà, d'acheteurs occidentaux qui utilisaient la lettre de crédit au final pour mettre de la pression sur les fournisseurs chinois et leur demander au dernier moment de baisser le prix. Sinon, bah, voilà, ils devaient récupérer et rapatrier leurs marchandises. Et généralement, le fournisseur chinois, il cédait. Voilà. Il y a eu pas mal d'arnaques comme ça, en fait, de la part des Occidentaux. Il faut le dire aussi, il n'y a pas que les Chinois qui font des scams. Et depuis, donc, on est surtout en fait sur des paiements TT, comment ça s'appelle, télégraphique transfert, c'est-à-dire des virements internationaux, en fait, tout simplement. Et en 30-70 jusqu'au maximum 50-50, donc 30% au moment de la commande
Mhm. et 70% donc juste avant de mettre sur le bateau. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a toujours un risque au niveau du paiement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention pour les débutants quand même, parce que si tu sélectionnes mal ton fournisseur, bah, tes 30% de dépôt, d'acompte que tu as mis à la commande, tu peux te les faire voler, tout simplement, si tu n'as pas pris un bon Effectivement. fournisseur et que tu es tombé sur un arnaqueur. Donc, les audits d'usine, savoir bien sourcer les bonnes usines, avoir son portfolio d'usines, c'est toujours quand même quelque chose qui reste essentiel parce qu'effectivement, on n'est pas sur des lettres de crédit, on est sur du virement international. Et si tu fais pas les choses dans les règles de l'art, tu peux faire une croix sur ton virement de 30% d'acompte, ce qui peut être quand même un gros virement, hein. Ça peut être 50 000 € Ah par oui, oui. exemple. Et donc, ça pique. Et on a déjà eu le cas, enfin moi, c'est par exemple des gens, parfois j'ai des PME, tu vois, qui me disent, Cédric, j'ai un problème avec une commande, est-ce que tu peux aller à l'usine à Shanghai, etc. Et une fois, j'ai eu un client qui m'a appelé, qui s'était fait voler son dépôt, et, Ouais. euh, et au final, il n'a jamais pu la récupérer, quoi. Voilà. Et ça m'amène deux questions. La première question, c'est déjà, c'est comment justement sélectionner les bons fournisseurs quand on est en Europe, on est en Afrique, on n'a pas cette culture chinoise, on ne sait pas comment les choses marchent avec les Chinois. Comment sélectionner le bon fournisseur au-delà de passer par AliExpress ou Alibaba et tout, comment tu le sais, comment tu fais? Alors moi, j'ai tout un process sur ça. D'ailleurs, je fais tout un guide gratuit sur bah, sélectionner des fournisseurs fiables avec même une checklist, etc. Il y a plein Oui. de choses à vérifier. Donc ça me prendrait une heure de tout dire, mais il y a quand même pas mal de bon sens. Faire des recherches sur Internet, taper le nom du fournisseur, faire regarder sa réactivité, regarder si par exemple sur son site ou sur Alibaba, c'est un fournisseur qui a vraiment des certificats. Est-ce que il t'envoie les certificats si tu lui demandes? Est-ce que quand tu regardes sur son site, c'est plein de produits qui partent dans tous les sens ou est-ce qu'il est vraiment spécialisé? C'est une usine et du coup, elle est spécialisée dans un type de produit. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui sont beaucoup basées sur le bon sens quand même, mais Ouais. avec une checklist, au moins, tu n'as pas besoin de réfléchir parce que quand tu es dans le feu de l'action et parfois, voilà, les choses, elles sont trop belles pour être vraies, etc. Et tu te dis, voilà, il faut que je sélectionne le truc. Puis parfois, c'est des bons vendeurs, surtout les arnaqueurs, ils sont vraiment quand même pas mal. Ils connaissent bien tout ce qui est influence, manipulation, etc. Et du coup, ils te font miroiter le truc et tout, et puis ils te mettent un petit peu d'urgence, de rareté, comme nous on fait en marketing dans le e-commerce, tu vois. Et du coup, il y en a plein qui tombent dans le panneau quand même. Donc voilà, c'est bien d'avoir une checklist, en fait, de te faire un process. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la mienne, vous pouvez vous créer la vôtre, mais c'est bien de le faire en amont. Tu te fais ta checklist, et puis tu te dis, OK, je vais vérifier ça, vérifier ça, vérifier ça, et si jamais ça passe pas, tu vois, ou tu fais un système de score, ou peu importe, bah, tu prends pas ce fournisseur-là, quoi. Il faut pas prendre de risques. Et c'est vraiment en faisant ce travail-là en amont que tu vas réduire le maximum de risques. Après, il y a d'autres manières aussi. Effectivement, tu peux aller sur Alibaba, chercher. Alors, les gold suppliers, méfiez-vous, les gold suppliers, c'est un statut généralement qui s'achète. Ah ouais. Donc, il suffit de payer, en fait, pour le fournisseur chinois. Mais si c'est quelqu'un qui est gold supplier depuis 10 ans, Mhm. et qu'il est toujours sur la plateforme, là, tu peux être un petit peu plus rassuré, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut comprendre aussi quand on utilise une plateforme comme Alibaba, AliExpress ou peu importe, en fait. C'est toujours bien aussi de connaître comment est-ce qu'elle fonctionne en tant que fournisseur. Et donc, voilà, Gold Supplier 1 an, au final, ça peut être une grosse arnaque. Donc, Ouais. faites gaffe. Il y a d'autres outils après, donc parfois les chambres de commerce et d'industrie, eh ben, elles ont aussi leur liste de fournisseurs avec qui ils travaillent, etc., qui peuvent vous partager. J'avais fait une vidéo là-dessus et plein de choses. Mais voilà, j'avais fait un petit guide là-dessus. Éventuellement, on pourra faire un petit lien ou je sais pas quoi, ou sinon Exactement, oui, 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 on peut faire un je petit ferai lien ça. de ton guide dans la description. C'est tout gratuit, et puis voilà. Et c'est toujours bien ouais, d'avoir un process, donc soit d'utiliser le mien, soit de créer le vôtre, soit d'utiliser le mien et de l'améliorer pour qu'il corresponde mieux à comment ça s'appelle, à vos besoins. Et puis ensuite, surtout le respecter. Et pas se dire, là, par exemple, tu vois, c'est un gros fail à la case, mais c'est tellement pas cher et il a l'air bien, il est sympa et tout, il est réactif. Et généralement, c'est dans ce genre de situation que ça finit mal, quoi. Et effectivement, moi, j'ai eu une situation similaire sur le produit que je vends depuis 2 ans actuellement sur ma boutique. On est dans la niche du yoga. Et j'ai commandé du stock à mon fournisseur et il s'est barré. Il n'a plus jamais répondu. Ah, pourtant, c'est un fournisseur que j'utilise depuis 1 an. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un problème? Tu vois, et il n'a plus jamais répondu avec les sous, avec le stock. Et du coup, je ne savais pas trop comment l'attaquer, en fait. Je me suis dit, OK, est-ce que je vais passer par des amis qui sont en Chine? On va vérifier le site parce qu'il y a une application chinoise que j'ai aussi qui te permet de vérifier les fournisseurs. C'est un truc sur téléphone.
qui est tout en chinois. Et, mais malgré ça, comment, quand tu es dans cette situation, comment tu peux réagir? Est-ce que tu laisses tomber ou tu peux aller plus loin? Comment ça se passe en fait quand tu te fais arnaquer finalement? C'est que c'est cadeau. Quand tu te fais arnaquer, non, il faut réagir. Donc, bien évidemment, il faut avoir fait ton travail en amont, surtout si c'est avec un fournisseur avec lequel tu as fait beaucoup de chiffres, etc., où tu as lancé vraiment les hostilités. Il y a les audits d'usine, il y a les inspections de fin de production, etc. Donc, il y a pas mal de choses où, en fait, tu vas aussi avoir des personnes de ton équipe ou des personnes d'une entreprise tierce qui vont aller sur place, que tu payes et qui vont aller vérifier un petit peu aussi bah, le gérant, tu vois, son identité, les papiers de la société, etc. Et avec tout ça, justement, le jour où il y a un problème au niveau légal en Chine, tu peux aller poursuivre la personne et ou l'entreprise. Ah Ça, ouais. c'est vraiment essentiel. Mais si tu n'as jamais fait d'inspection qualité de fin de production, si tu n'as jamais fait d'audit de l'usine, etc., je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire, mais au moins quand tu commences à faire du chiffre et que les choses commencent à tourner en fait avec l'usine, bah, tu peux te permettre d'investir quand même 300, 500 euros pour faire une inspection qualité et un audit de la société, quoi, tu vois. Et du coup, le jour où il y a un souci, parce que ça arrive, après, on a des gens, on a des fournisseurs, on a des gens qui meurent, on a des trucs comme ça, hein. Moi, j'ai tout vu, hein. Et, et il faut avoir quand même les moyens, effectivement, d'actionner. Et pareil, tu parlais des applications, on a des applications chinoises qui sont un petit Ouais, peu comme société.com, etc., exactement. Ouais. et te permettent aussi de voir la solvabilité des entreprises. Ils ont un espèce de crédit score, un petit peu comme les sociétés ou les personnes d'ailleurs. Donc en Chine ou aux États-Unis, le crédit score aux États-Unis, si vous connaissez, on a ça pour les sociétés aussi. On a ça aussi d'ailleurs en France, hein, pour les sociétés de plus de 3 ou 5 millions d'euros, je ne sais plus. Et donc, tu peux aussi voir la solvabilité des entreprises, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'il faut surveiller, effectivement. Pour ceux qui ne parlent pas chinois, vous pouvez faire des audits, encore une fois, par des sociétés d'inspection, que ce soit donc les plus connues comme Bureau Veritas, Ouais. SGS ou autres. Ok. Dans ces sociétés peuvent aussi intervenir en Chine. Ils sont partout, en fait, ces sociétés-là. Comme Bureau C'est Veritas. ça, Ouais. Parce que, c'est ça. par exemple, celle que nous on utilise au Bénin pour le contrôle qualité. Effectivement, ils sont aussi partout, en fait. Parce que personnellement, moi, je ne savais pas du tout. Et quand j'ai été confronté à ça, je ne savais pas comment réagir, en fait. Tu dis, mais attends, le gars, ça fait 2 mois, il ne répond plus. Et ce qui m'énervait, c'est qu'il me laissait en vue sur Skype. C'est qu'il voyait les messages. En tout cas, là, je voyais les messages. C'était un peu bizarre parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Et du jour au lendemain, quand je commande du stock et tout pour scaler, là, du coup, bah, il n'est plus là, tu vois. Donc voilà, est-ce que bon, c'est le coronavirus? Est-ce qu'il y a un problème? Bon, ça fait plus maintenant près d'1 an, je ne l'ai plus jamais revu. Mais effectivement, je ne savais pas quoi actionner justement pour essayer de voir qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est passé et tout. Et surtout, ce que tu as dit de commander un contrôle qualité, je pense en plus pour 500 euros, sincèrement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et c'est en tant que Clairement. e-commerçant, surtout quand on est vraiment en mode dropshipping un peu, on n'y pense pas du tout, hein. Je pense qu'on n'y pense pas du tout. Bah là, quand tu es en mode dropshipping, c'est normal de ne pas y penser, tu vois. Tu commences à dropshipper depuis AliExpress, ça va. Mais après, quand tu commences à faire du stock, quand tu vas commander, par exemple, 1000, 5000 pièces d'un coup, là, ça vaut le coup. Tu vois, tu as déjà commencé à encaisser de l'argent. On encaisse quand même beaucoup, on a quand même pas mal de marge par rapport au prix des produits en Chine, tu vois. Donc, on a du cash, quoi. À partir du moment où, tu vois, tu commences à faire 5000, 10 000 euros de bénéfices par mois, tu peux te permettre de réinvestir une petite partie là-dedans pour renforcer la qualité et pour renforcer bien évidemment après la sécurité financière un petit peu de tout le montage. Parce qu'après, sinon tu vas l'escaler, effectivement. Tu prends le risque que tout s'écroule comme un château de cartes et que ta marge, elle parte en fumée parce que justement, tu n'as pas fait ton due diligence, comme ils disent en anglais. Tu n'as pas fait ce que tu dois faire et ce qui t'appartient de faire. Tu peux pas dire, voilà, c'est la faute juste au fournisseur. Au final, tu as une part de responsabilité si tu t'assures pas de cette sécurité financière et de cette stabilité de l'entreprise avec laquelle tu bosses. Ok, je pense qu'on en parlera beaucoup plus en détail dans la partie e-commerce, parce que là, ça va être aussi intéressant. Et du coup, l'une des questions qui revient aussi souvent, qu'on me pose aussi dans tout ce qui est import-export ou négociation, c'est comment trouver des clients. Nous, on a notre processus que je t'avais expliqué. Mais comment toi, tu fais, à part le bouche à oreille, pour trouver des clients, gagner des contrats tout le temps? Alors, bon, moi, j'ai quand même une grosse présence sur Internet avec la chaîne, avec le blog, etc. Donc, il y a beaucoup de clients qui arrivent comme ça. Donc, le bouche-à-oreille, forcément. Et après, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, tu vois, pour toi, tu recommandes LinkedIn. Ouais, Moi, quand j'ai commencé, c'était surtout les appels d'offres.
C'est-à-dire que tu allais sur les sites de marché public, marchéonline.fr, les trucs comme ça, ou bien évidemment sur les sites des comment ça s'appelle, conseils généraux, conseils départementaux, mairies, machin chose, et tu regardes tous les appels d'offres. Et c'est comme ça que j'ai récupéré des clients, mes premiers clients hors bouche à oreille, bien évidemment. Et c'est comme ça d'ailleurs aussi que j'ai récupéré un de mes clients, qui est le plus classe, qui était la réunion des musées nationaux. Donc les boutiques des musées comme le Louvre, Versailles et compagnie. J'en parle pas souvent d'ailleurs, c'était dans un marché public qu'on a remporté. Et c'est juste génial parce qu'en fait, tu as le site, ils te disent ce qu'ils veulent, tu as un dossier à remplir, tu télécharges le machin, tu remplis les formulaires et ensuite tu envoies ton dossier, tu envoies tes prix, tu envoies tes images. Et ensuite, bah, ils vont voir s'ils te prennent ou pas, tout simplement. Et ça prend c'est chronophage, mais ça coûte rien au final. Et tu peux traiter des marchés publics à l'appel, surtout si en plus tu es une société française ou un partenariat avec une société française, ça peut aider aussi. Et ensuite, voilà, dès que tu récupères un marché, bah, tu l'as en plus pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Et c'est juste, c'est de leur embarque, quoi. Aussi, tu as une certaine sécurité Mhm. vis-à-vis de ça et vis-à-vis aussi du fait que tu seras payé, bien évidemment aussi, parce que les clients, voilà, ils se valent pas tous. Et un client que tu récupères par un marché public, on a plusieurs niveaux de marché aussi. Si c'est du haut niveau, comme la réunion des musées nationaux, par exemple, bah là, tu sais que tu as une certaine garantie aussi au niveau bah, de ton paiement qui devra arriver par rapport à une entreprise privée. Donc, voilà, c'est un des conseils en tout cas que je pourrais donner. Bien évidemment, après, tu as les blogs, tu as le SEO, enfin les sites, le SEO aussi, hein. Moi, j'avais commencé, je te disais, avec des blogs sur l'apprentissage du chinois en Ouais. 2008 et sur l'import-export en 2009, bien avant les vidéos qui sont arrivées en 2012. Et ça aussi, ça m'a apporté pas mal de clients. Effectivement. Effectivement, je pense que quand on fait du contenu, c'est un moyen quand même, quand on fait du contenu sur ce qu'on propose, c'est un moyen d'avoir énormément de clients. Tu vois. Et il y Tout a à suffi fait. juste que je fasse une vidéo sur les noix de cajou pour que les gens me disent, j'ai des hectares, viens, prends-en, tu vois. J'étais même assez impressionné de voir que juste en créant du contenu aujourd'hui, c'est quand même l'un des moyens les plus simples si on n'a pas cette capacité d'aller voir les marchés publics, etc. Tu vois, donc, du coup, tu te places comment dans l'import-export? Tu es un négociant, c'est un broker, tu joues l'intermédiaire, tu te places à quel niveau dans ce que tu fais? Bah, moi, je suis un intermédiaire. Alors, moi, on a ce gros avantage, bien évidemment, d'avoir notre équipe franco-chinoise, d'avoir les équipes en Chine aussi, que ce soit au niveau logistique, que ce soit au niveau des entrepôts, etc. Et on se place après en tant que broker pour des commandes sur brief. Mhm, C'est-à-dire que dans le gros import, nous, on va travailler sur des commandes où les gens ils vont nous dire, tiens, je voudrais par exemple un conteneur de couches mhm. pour l'Afrique, un conteneur de câble acier pour Amsterdam, etc. Et on a un brief, on a un cahier des charges, et ensuite on va faire ça. Je fais pas du tout, parce que je sais que dès que je parle que je fais de l'import-export, il y a des gens qui me disent, bah, tiens, c'est quoi ton catalogue? Est-ce que tu as un Ouais. showroom, etc. On fait pas ça du tout. On fait que du brief, où les gens ils nous disent, tiens, je voudrais une grosse quantité de ça. Et ensuite, nous, on va leur sourcer ou on va leur créer le produit sur mesure, en faisant les moules, en faisant tout, etc., en déclarant, en enregistrant les designs sur le marché chinois, etc., Mhm. et de la quantité derrière. Donc, généralement, voilà, on est au moins sur un 20 pieds, par exemple. Ok. Donc, du coup, tu es vraiment, bon, comme je dis, un dropshipper, quoi. Tu joues vraiment l'intermédiaire entre les entreprises occidentales et, en fait, dans le monde et surtout et avec la Chine. Mais est-ce que C'est ça. ça t'est déjà arrivé justement d'importer des choses en Chine depuis l'Europe, c'est pas du vin, je ne sais pas, des trucs un peu français, tu vois, que tu as pu amener à faire entrer en Chine? Oui, mais en plus petite quantité, et c'est surtout mon épouse qui s'en occupe. Mon épouse est Pardon, est chinoise, et donc elle fait beaucoup, elle, de parapharmacie de la France vers la Chine. Ok. Donc ça peut être des produits anti-moustiques, ça peut être des crèmes cosmétiques que tu peux trouver en pharmacie, ça peut être du lait infantile aussi. Il y a eu Ouais, un surtout le problème lait. avec le lait mélaminé, voilà. Ouais, Donc en Chine il y a quelques années, hein, donc ouais, voilà, avec des gros problèmes de qualité, des enfants qui sont morts, des fabricants chinois qui ont été condamnés à mort, etc. ouais. Et donc forcément, il y a un business là quand les gens ils ont perdu confiance dans le produit chinois et qu'ils ont commencé à importer beaucoup de France et d'Australie. Et Allez. donc là, mon épouse était là aussi. Donc en fait, moi, je fais vraiment à la Chine vers la France, mais mon épouse, avec qui je travaille aussi, hein, elle gère aussi beaucoup les achats et la logistique. Elle fait beaucoup de la France vers la Chine, elle fait l'inverse.
Ah, ok, donc donc c'est un vrai partenariat en fait, c'est un vrai partenariat donc dans tous les sens. Ok. Et du coup, du coup vraiment tu es, comment je vais dire, tu es vraiment avec la Chine. Est-ce que tu as déjà fait de l'import-export avec d'autres pays par exemple? Est-ce que tu as déjà eu des clients où tu as été obligé d'aller sourcer au Bangladesh, en Thaïlande pour envoyer les marchandises ou pas? Oui, bah oui, après on fait tout et puis on s'adapte aussi, mais en fait, même quand je travaille par exemple avec une usine thaïlandaise ici, Ouais. on a fait du gel hydroalcoolique par exemple pour la crise là, qu'on a eue du Covid en 2020-2021, on a fait du gel hydroalcoolique avec des usines thaïlandaises. Mais le gérant, c'est un ami chinois. Ouais. Ensuite, en fait, tu as des usines en fait, partout dans le monde. Enfin, nous, on est surtout, on va dire, Thaïlande, Vietnam, Bangladesh. Mais souvent, en fait, on va être avec des Chinois. On a travaillé avec, par exemple, une usine textile Bangladesh avec justement des locaux, mais Mhm. le travail n'était pas aussi qualitatif que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec la Chine, en fait. Et ils te bourraient le conteneur, c'était dégueulasse, quoi, tout simplement. Et donc maintenant, en fait, on préfère travailler avec des Chinois qui ont délocalisé Délocalisé. dans des pays où la main-d'œuvre est en fait moins chère, parce que ça commence à coûter cher en Chine quand même. Après, en Chine, voilà, on peut tout faire. Et le niveau de connaissance des gens, les outils qu'ils ont, les machines qu'on a, beaucoup qui sont importés d'Allemagne, etc., c'est génial. Mais si tu veux faire de la main-d'œuvre, si tu veux faire du moins cher, notamment du textile, du jean, du t-shirt, des choses comme ça, tu le fais au Bangladesh avec une main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère. Ou si tu veux faire du produit simple, tu vas le faire en Thaïlande ou au Vietnam. Ok, d'accord. Donc, du coup, par rapport à ça, vu que tu te places en tant qu'intermédiaire un peu entre les entreprises et les fournisseurs en Chine, c'est quoi la marge? Donc, combien tu gagnes? Est-ce que, en termes de marge, comment ça se passe à ce niveau? Est-ce que toi, tu donnes tes prix à toi ou tu donnes le prix chinois? Comment tu gères ça en termes de marge? En règle générale, nous, la marge, on se la fixe entre 15 et 25%. Ça va dépendre du produit, bien évidemment. Mhm. Par exemple, on avait fait des limes à ongles pour une grosse société française qu'on avait donc fait en Chine. Et le prix était tellement bas qu'on se prenait 40 ou 60% de marge, quoi. Là, on se faisait plaisir. Parce que sinon, ça ne le valait pas, tu vois, parce que c'est un produit qui est tellement pas cher, qui est tellement cheap, qui est tellement petit, que si tu te fais du 15 ou 25% de marge, tu gagnes quoi, 500 euros? Ça sert à rien, quoi. Tu vas pas passer du temps pour ça. Même s'il y a de la quantité, le truc est tellement cheap que ça ne le vaut pas, quoi, tu vois. Et par contre, sur des produits ou sur des commandes qui sont plus fortes, souvent on va être, ouais, on essaye de viser le 25% de marge. Euh, Après, en règle générale, on va quand même être plus proche des 20%. Et ensuite, en fonction des clients aussi, par exemple, on a des gros e-commerçants ou des gens avec qui on travaille et qui me prennent aussi, qui me payent en fait avec un retainer pour que je les aide, que je les coach, les choses comme ça, tu vois. Et ils vont me payer par exemple 50 000 euros pour l'année. Bah là, je leur fais vraiment une marge au ras des pâquerettes à 10-15%, tu vois. Parce que je l'ai récupéré au final la marge ailleurs en faisant du coaching, de l'accompagnement ou pour les aider à développer leurs produits, etc. Tu vois. Comme ça, on s'y retrouve. En fait, l'idée, c'est que pour moi, chaque commande, au moins, elle me rapporte et elle rapporte aussi à ma société. Après, tu as des Ouais. gens à payer, des choses comme ça et que tout le monde s'y retrouve. L'idée, c'est que ça soit aussi après gagnant-gagnant. Si il y a quelqu'un voilà, c'est une grosse commande, des produits qui coûtent cher, etc., et que moi, je me prends 25% dessus, et que du coup, c'est plus du tout intéressant pour cette personne-là, bon, ça le fait pas, quoi. Donc là, je vais forcément baisser la marge. Après, c'est du bon sens et c'est du cas par cas, Ouais. bien évidemment, parce que les projets sont vraiment très, très variables les uns par rapport aux autres. Ok, parfait. Et Mais vu ça que... donne une idée, voilà, se dire, on va essayer de viser le 25%. Ouais, Et puis voilà, quoi. On peut pas faire trop court non plus. Après, tu as les fluctuations des frais de change, tu as les fluctuations des matières premières en ce moment, par exemple, l'aluminium, le bois, etc. Les fluctuations aussi au niveau comment ça s'appelle, du fret. Enfin bon, tu peux pas non ouais. plus te dire, voilà, on va faire que des marges comme les Hollandais. Les Hollandais, je sais pas si tu connais, ils font que voilà, eux, ils visent le 10%, tu vois. Mais c'est très risqué et ils souffrent en ce moment d'ailleurs. Ah Donc ouais. nous, on essaye voilà, d'apporter beaucoup de services, beaucoup de valeur, de viser le 25%, même si on est plus proche du 20% quand même, et que tout le monde y gagne comme ça. Ok, parfait. Et du coup, l'une des choses que tout à l'heure, tu parlais du Bangladesh par rapport à la Chine, etc. Est-ce que c'est beaucoup plus facile de faire du business avec les Chinois? C'est vraiment en termes de process, d'industrie, même parce que souvent, on voit, bon, quand on politise un peu la chose, on voit que les usines veulent revenir aux États-Unis, en Europe. Et qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça quand tu vois ce que les Chinois ont mis en place sur le terrain?
en termes de process et en termes de facilité au niveau des employés, etc. Bah, mon gros avantage, c'est que les Chinois, je les comprends. Tu vois, comme toi, j'ai appris le chinois, je parle chinois, je vis avec la Chine et les Chinois et des amis chinois et les fournisseurs chinois au quotidien. Et on se comprend, tu vois. Et pour moi, c'est forcément beaucoup plus facile de travailler, par exemple, avec un fournisseur chinois qu'avec un fournisseur du Bangladesh ou même d'un fournisseur allemand. Parce qu'on a un gros problème, au final, d'interculturalité. Et si je voudrais, par exemple, travailler beaucoup plus avec des fournisseurs allemands, ben, il faudrait que j'aille voir mon copain Stéphane, par exemple, qui explique un petit peu comment est-ce que eux ils pensent et qui n'est pas du tout la même chose que les Français, alors que le pays, il est juste à côté, tu vois. Et je pense aussi, après, pour la deuxième partie de ta question, qu'on n'est pas vraiment sur un problème d'interculturalité quand les gens ils disent, voilà, on veut refaire les usines en France, etc. On est plus sur une logique de géopolitique et une logique de marketing, Ah, où ok. les gens aussi, on a quand même pas mal de gens qui sont prêts à payer plus cher si on leur dit que c'est du Made in France, tout Mhm. simplement. Ouais. Et l'idée, quand une personne va aller travailler ça va être de mettre à fond la chose en avant et dire c'est du Made in France, machin chose, pour justifier la valeur perçue et pouvoir vendre plus cher. Mais au final, est-ce que c'est vraiment pour dire de relocaliser, etc. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est comme le coton bio, les choses comme ça, tu vois, qu'on te bourre de chlore, etc. pour le blanchir quand même. Et ça te fait un gros produit dégueulasse. Et on te le vend avec le gros élément marketing, c'est bio, et on te le vend voilà, 40-50% plus cher. Alors qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour l'écologie. Au final, ça reste un élément marketing, ça reste de la marge, quoi. Ok. Donc voilà, il y a ces deux côtés-là, le côté géopolitique et tout ça, et le côté aussi bah, marketing de la chose, qui est quand même surexploité, je pense, pour tout ce qui est Made in France et pour tout ce qui est, par exemple, le bio, l'écolo, etc. Et souvent, c'est pas du tout écolo, quoi. En parlant même de Made in France et tout, on en est où avec le Made in China aujourd'hui? Je pense que, en tout cas, je vois que personnellement, parce que je comprends un peu la culture, tout ça, je vois quand même que les Chinois sont passés à un niveau où ils veulent changer cette figure du Made in China et faire beaucoup plus de produits qualitatifs, notamment avec les groupes comme DJI, leaders mondiaux, Exactement. Hisense, tous ces gars-là, Haier, leaders mondiaux. Donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que le Made in China veut dire toujours baisse qualité? Ou voilà, on en a toujours pour toutes les bourses, en fait. Comment ça se passe? Bah, encore une fois, c'est la même vision que tout à l'heure. Tu as la vision où tu regardes les choses aujourd'hui. On a quand même de Made in China qui est en majorité un peu pourri au niveau de la qualité. Ouais. Mais tu as aussi la vision où tu regardes la tendance. Et là, effectivement, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup vers de la qualité. Et c'est quelque chose qui est promu et aidé par le gouvernement chinois. On a des spots à la télé, je ne sais pas si tu regardes la télé en chinois aussi, mais tu as même des spots à la télé où ils vont passer justement cette nouvelle vision qu'ils ont eux-mêmes de leur pays, du Mhm. Made in China, qui va plus se rapprocher à maintenant ce qu'ils font par exemple au Japon, etc. C'est ce qu'ils visent. Je dis pas, parce qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas cette idée des tendances, mais je dis pas qu'ils sont encore tout de suite, maintenant, aujourd'hui, à la qualité japonaise, etc. Mais au final, le Made in China, aujourd'hui, c'est le Made in Taiwan, par Ouais. exemple, d'il y a 30 ans, en fait, Justement, ouais. qui était tout pourri avant. C'était vraiment le truc pourri, le Made in Taiwan, et cheap, tu vois. Et ils ont fait cette évolution là-bas à Taïwan que maintenant la Chine veut faire aussi. Alors, c'est difficile de changer les clichés, etc. Surtout quand la Chine a été l'usine du monde et que c'est un pays tellement énorme qui a impacté tellement le truc que, que voilà, l'idée de la basse qualité, qualité pourrie en Chine, elle va rester dans les idées et Imaginaire, ouais. voilà, dans l'imaginaire collectif quand même assez longtemps. Ça va être difficile de s'en décoller, mais ils sont sur cette tendance-là et effectivement, ils boostent à fond, ils poussent à fond des sociétés comme DJI ou des choses comme ça, effectivement, qui montrent ce qu'ils sont capables de faire. On le voit aussi avec l'aviation aussi, on le voit aussi avec plein de choses qui sont en train de développer et pour lesquelles, au final, ils ont de moins en moins à envier aux Occidentaux ou aux Japonais. Ça, c'est, t'as tout à fait d'accord parce que même personnellement, quand je suis allé en Chine en 2018 à l'université là-bas, et, et je commandais beaucoup en ligne, sur Taobao notamment. Quand même, la qualité, je me disais, mais c'est pas si mal que ça en fait. Ça se rapprochait quand même du H&M, du Zara, tu vois, en termes d'habits. On voyait quand même qu'il y avait une certaine qualité dans les produits et même dans tout ce qui va être électronique aussi, surtout quand tu es à Guangzhou. Et aujourd'hui, je pense quand même que sur tout ce qui va être qualité,
La Chine, en tout cas, pour ceux qui connaissent, je pense que pour nous, on se dit que voilà, la qualité est en train de venir et ça va, ils vont vraiment pousser ça en avant. Maintenant, après, effectivement, effacer l'image du Made in China qui est très, très connotée négativement, ça va prendre vraiment du temps. Et ça va prendre vraiment du temps, en fait. Je pense que ça va prendre énormément de temps avant qu'on efface toute cette image-là. Donc, j'aimerais transiter justement sur l'aspect un peu e-commerce parce que je pense que c'est là aussi, tu apportes beaucoup, beaucoup de valeur quand on parle d'e-commerce. Et du coup, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'actuellement, tu aides les e-commerçants à scaler leur business. C'est-à-dire, via l'import-export, dans ce que j'ai compris. C'est Comment ça? ça. Sur la même logique que ce que je fais dans l'import-export, en fait, c'est-à-dire que si on a un e-commerçant qui a une boutique multi-produits avec 10 000 produits sur sa boutique, etc., généralement, je ne vais pas pouvoir l'aider. Mais si on a un e-commerçant qui a un produit winner, qui a développé une marque, qui fait 3 millions, 1 million, allez, on va dire à partir d'1 million, mais généralement, on va être entre 2 et 5 millions par an, tu vois, sur une gamme de produits plutôt restreinte au niveau de la quantité, et qui veut aller travailler sa marque et qui veut aller travailler son branding, qui veut se séparer de l'image d'AliExpress, où avant, il prenait des produits AliExpress, il mettait juste un logo, etc. Maintenant, il veut faire ses propres moules, ses propres formes, ses propres designs. Moi, c'est le genre de personne que je vais aider. Et on va me dire, ah, tiens, Cédric, voilà, moi j'ai ce produit-là. Ça fait 2 ans que je le vends. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tiens, j'ai un produit, j'ai fait 1 million là-dessus l'année dernière, j'ai fait 500 000 l'année d'avant. Et maintenant, on voudrait passer un petit peu au niveau supérieur. On est sur un produit de référence. Est-ce qu'on pourrait bosser ensemble? Bien sûr. Tu vois, là, ça fait complètement sens de dire, voilà, on travaille avec Cédric parce que je vais le travailler, moi, comme je le fais dans l'import-export. Et donc, je vais les aider à travailler donc, le branding, à travailler donc, les moules, à travailler donc la qualité du produit aussi, souvent. Hein, on va Ouais. disséquer les produits, etc. et refaire le même pour apporter plus de valeur aussi au niveau de la qualité et une meilleure expérience client. Et après, on va même parfois aller jusqu'à les aider pour déposer, comment ça s'appelle, la propriété intellectuelle de ces nouveaux designs qu'ils ont développés, protéger leur moule aussi sur le marché chinois, parce qu'en plus, un moule, tu vas payer ça 10 000, 5 000 euros, tu vois, enfin, ça dépend des produits, hein. Tu as des moules, c'est 400 euros si tu veux faire des couteaux, par exemple. Et on va les protéger sur le marché chinois. Au niveau légal, pour pas que ça soit copié par d'autres usines. On va le protéger aussi au niveau international. Ensuite, on va aussi parfois les aider au niveau de tout ce qui est avoir des entrepôts en Europe. Euh, Mhm. Avec moi, les partenariats que j'ai, tu vois, on a l'habitude de dédouaner des conteneurs à des choses comme ça en Europe, en Belgique, en Espagne, etc. Et maintenant, on a nos sociétés, donc partenaires 3PL aussi en Europe. Et en fait, c'est tout un écosystème qu'on va faire pour eux sur comment est-ce qu'on peut valoriser leur entreprise et passer d'un modèle dropshipping e-commerçant un petit peu basique à une marque que des grosses sociétés après voudraient racheter en fait. Et se donner la possibilité d'un exit dans 3 ans, dans 5 ans, pour revendre cette société-là 10, 20, 50 millions d'euros, tu vois. Mhm. Mais c'est vraiment du haut niveau. Donc nous, ce qu'on fait au niveau des e-commerçants, ça va toucher peu de personnes Ouais. dans ton audience ou dans mon audience YouTube, tu vois, c'est souvent aussi beaucoup de bouche à oreille ou des choses comme ça. Mais pour les personnes voilà, qui font au moins 1 million d'euros, qui ne sont pas sur trop de références de produits, là, on peut apporter énormément de valeur pour valoriser justement leur entreprise et proposer quelque chose d'un niveau supérieur pour éventuellement voilà, penser à un exit d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Ok. Tu parlais de tout à l'heure de upgrade, de fait de refaire le produit. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, l'idée, en fait, c'est que tu as un produit, ça peut être, c'est pas, un truc électronique basique qui se vend très bien et tu vas l'aider justement à upgrader le produit. Mais c'est en faisant quoi? C'est rajouter des fonctionnalités au produit, par exemple? Comment ça se passe? C'est vraiment intéressant. On va tout changer. On peut rajouter, on a rajouté aussi d'ailleurs avec certains clients des fonctionnalités. On va partir d'un exemple, je sais pas, moi là j'ai un grille-pain. Voilà, j'ai un grille-pain là-bas. On va dire que ton produit c'est un grille-pain, t'en vends 100 000 par an. Tu vois, tu fais quelques millions, c'est cool. Mais ton grille-pain, c'est un grille-pain que tu trouves sur AliExpress, tu as juste rajouté un logo. Donc Mhm. nous, ce qu'on va faire, première chose, ça va être souvent de changer la forme du grille-pain. Ton Ok. grille-pain qui est avant carré, par exemple, on va arrondir les bords, on va lui donner une forme de nounours ou quelque chose comme ça, avec des nouveaux moules. Ton grille-pain, on veut aussi l'améliorer en disant, plutôt que d'avoir, par exemple, ce câble d'alimentation en alliage, qui est d'ailleurs pas aux normes du tout, mais comme la plupart des produits en Europe, ils sont pas aux normes en fait, mais on va pas prendre le risque justement d'avoir quelque chose qui un jour pourrait plomber toute ta société. On va changer ce câble-là, on va faire que des choses aux normes, et on va refaire des tests, des certificats, etc. Ton affichage, par exemple, de la température, on va le mettre maintenant avec une option LCD.
tu vois, plutôt que d'avoir juste un truc manuel comme tu as chez chez Bouchon, comment ça s'appelle, Auchan, Boulanger et compagnie, tu vois. Ouais, Et là, tu as un produit, en fait, qui est un produit qui n'est qu'à toi. Et c'est vraiment, du coup, tu as ta marque, tu as ton produit, tu as ton design, et il n'y a que toi qui le propose. Les gens, ils ne peuvent plus dire, ouais, il est nul son truc, regarde, sur AliExpress, ça coûte 2 euros, tu vois. Alors qu'au final, tu vas peut-être l'acheter aussi 2 euros, mais il n'y a plus de comparaison possible. Un petit peu comme, je ne sais pas si tu as déjà lu Alex Hormozy, ouais. mais en Ça, fait, j'ai vu, il fait ouais, des offres, il va te faire des offres qui vont être, qui sont plus du tout comparables avec rien du tout. Donc là, ouais. tu te retrouves avec un produit qui est plus comparable avec rien du tout. On va travailler aussi éventuellement, s'il y a besoin, au niveau du marketing avec eux pour faire quelque chose à leur Mozi aussi. Et tu te retrouves avec un truc qui a une valeur perçue et une valeur réelle aussi, hein, au niveau de la qualité, au niveau des normes, au niveau de l'aspect, etc., du design et tout ça, qui va passer à un niveau nettement supérieur que bah, le produit pourri que tu faisais avant sur AliExpress. C'était bien le truc que tu faisais sur AliExpress ou sur un 688 avec ton entrepôt, c'est bien aussi pour tester, pour lancer, etc. Mais quand tu arrives à un niveau, tu vois, où on est au million d'euros, 2 millions, 5 millions d'euros par an, il est temps de passer à autre chose et de se dire, OK, mon branding, c'est pas juste imprimer un logo, c'est pas juste rajouter une Ouais. carte de visite dans mon colis, tu vois. Il faut Mhm. passer au niveau supérieur. Et là, peut-être qu'après, en plus, tu te feras racheter par une société, voilà, comme, je sais pas moi, le Roi Merlin, Boulanger ou n'importe quoi. Enfin, le Roi Merlin, Boulanger et compagnie, c'est des clients à nous aussi. Et généralement, ils vont pas travailler ça. Mais je sais pas, moi, Dyson ou je sais pas, tu vois. Mhm. Quelqu'un qui va vouloir investir dans ton truc et se dire, OK, voilà, il y a vraiment une marque, il y a une communauté, il y a quelque chose. Ils ont vraiment un produit qui est qualitatif. Ils ont cet avantage concurrentiel que les autres n'ont pas. Ils ont cette valeur perçue que les autres n'ont pas. Bah, nous, on a envie d'acheter, tu vois. On a envie d'acheter cette boutique de marque sur Amazon, on a envie d'acheter, etc. Tu vois. Quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment aussi, les boutiques de marque sur Amazon, Ouais. ça se vend comme des petits pains. Les gens, Ouais. ils s'imaginent pas au final ce que tu peux faire au niveau de la valorisation d'entreprise et de cette possibilité. Après, tu n'es pas obligé, tu peux garder ça comme une vache à lait, comme un, comment ça s'appelle, comme un truc qui te fait de l'argent tous les mois, tu vois, 50 000 € par mois de cash, c'est toujours sympa, tu vois, dans la poche. Mais au moins, tu as cette possibilité-là de te dire, si je veux sortir, si je veux arrêter, et si je veux arrêter et vraiment prendre une vraie retraite, tu vois, où tu encaisses voilà, plusieurs millions d'euros et sur ton compte en banque, et ensuite tu peux changer de vie, tu peux faire des nouveaux projets, tu peux faire ce que tu veux. Là, c'est intéressant parce qu'après, tu vois, les 50 000 € par mois, ça s'écoule vite quand même, ça dépend si c'est dépensé ou pas, mais moi j'en connais qui gagnent beaucoup d'argent et ça se dépense très très vite, tu vois. Mais à partir du moment où tu peux encaisser, je sais pas moi, au moins 5 millions en cash, Ouais. là, tu peux le faire fructifier et tu peux vivre un petit peu des rentes. Et là, ça devient intéressant. Et du coup, par exemple, lorsque tu mets en place ton produit, ce produit-là, ce nouveau produit, est-ce que ça nous revient au même prix, le fait de faire un upgrade côté fournisseur ou voilà, ça rajoute 2 3 euros, ça devient moins cher? Comment ça se passe à ce niveau? Est-ce que voilà, est-ce qu'on ne va pas perdre en rentabilité ou au contraire, on peut augmenter le prix de vente parce que la valeur perçue est beaucoup plus grande? Il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs types de clients aussi. Il y en a qui travaillent avec des agents chinois et qui ne savent pas au final le vrai coût de leurs produits. Ouais, Et leurs agents, ils s'en mettent plein les nouilles, si tu me permets l'expression, tu vois. Et du coup, en fait, ils se retrouvent à payer un produit qui sera de meilleure qualité, tu vois, et aux normes en plus, et à une valeur perçue énorme, au même prix que ce qu'ils achetaient avant. Voilà. ouais, On en a d'autres qui ont des agents qui sont quand même un peu plus réglo et qui du coup vont devoir payer un petit peu plus cher le produit, hein, quand tu changes ton câble d'alimentation, quand tu mets du carton plus épais pour l'emballage, etc. Tu vois, c'est des surcoûts au final. Mais effectivement, tu as une meilleure valeur perçue, tu as un produit qui est unique, tu fais une offre à la Hormozy en plus dessus, bah, tu peux le vendre 30%, 40% plus cher que la concurrence. Tu bosses avec des influenceurs ou des trucs comme ça en plus. Et tu peux te permettre de lancer du budget marketing et de vendre la chose plus chère et d'encaisser plus de marge au final que si tu étais sur un truc qui est comparable à AliExpress et que du coup les gens ils font la guerre des prix. Là, tu fais plus la guerre des prix. ouais. Donc au final, tu fixes un petit peu tes prix comme tu veux et bah, tu fais tes tests et bon, tu te rends compte parfois même que tu augmentes les prix et que tu vends mieux. Et, Exactement, euh, et exactement. parce que voilà, c'est quelque chose qui est psychologique aussi. Si les gens voilà, ils voient un prix plus cher, souvent ils vont penser que la qualité est meilleure. Et c'est pas que penser que la qualité est meilleure. Quand ils vont utiliser le produit, ils vont vraiment avoir cette impression que la qualité est meilleure. C'est juste hallucinant comment fonctionne la psychologie. Mais c'est quelque chose que tu peux pas faire avec un produit à l'express sur lequel tu as juste rajouté un logo. Tu vois.
Donc, il faut vraiment faire tout ce travail-là. Et donc, voilà, c'est le deuxième cas de figure. Mais le premier cas de figure est quand même très fréquent où, au final, on fait toutes les upgrades et tout. Et souvent, bah, les gens ils vont dire, mais au final, je paye carrément la même chose qu'avec mon agent. Bah oui, forcément, ton agent, il se prenait 50% de marge. Moi, je me prends 15%. Voilà, Et c'est effectivement, marrant. l'exemple que tu me donnes me rappelle un peu, on avait lancé un produit avec un gars que j'ai eu en coaching sur le marché allemand. C'est tout ce qui était dans la niche des lampes, les projecteurs Galaxy, etc. Ça a cartonné. Vraiment, on était même à un moment donné à 200 000, 300 000 euros de CA par mois. Et le principal concurrent américain que nous, on avait copié à l'époque, du jour au lendemain, il change de produit, il ramène un produit, mais vraiment, on sent qu'il a designé son truc lui-même, tu vois. Et il multiplie le prix. Il est passé de 5, on était tous dans les 49 dollars, et il est passé à 99 dollars. Avec à peu près le même produit, il a doublé le prix. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut 40 millions. C'est Galaxy Cove. Tu vois, il y a 2 ans, Galaxy Cove, aujourd'hui, c'est 40 millions de CAC Galafond. En changeant le produit, redesignant complètement le truc. Et à l'époque, justement, on cherchait, mais comment faire la même chose? Mais il n'y avait personne en 2019-2020 qui proposait à l'époque, je ne savais même pas que tu proposais ça, tu vois. Qui proposait un upgrade des produits parce qu'on disait, mais comment on va upgrader ça? On a demandé à CJ Dropshipping, c'est pas leur compétence. Ils peuvent Non. faire des shootings photos, mais pas forcément ça, etc. Et bon, du coup, on est resté avec le même produit. Après, bah, tu as 1000 concurrents qui viennent sur le marché et bah, ça meurt en fait. Donc, vraiment, c'est Bah ouais, c'est un ça. peu dommage, ouais. C'est la guerre des prix, c'est la Ouais. tendance qui s'efface, etc. Et au final, quand tu as un produit unique, tu le vends 2 fois plus cher, tu fais peut-être un tout petit peu moins de conversion, mais c'est pas grave parce que c'est du cash en plus, c'est un calcul mathématique rapide. Et ouais, c'est ce qu'on fait, nous. Et c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup, on communiquait pas beaucoup là-dessus parce que moi, j'ai toujours eu mes clients dans l'import-export traditionnel. Mais c'est en 2019-2020, on a commencé à communiquer là-dessus. Et tout de suite, on a récupéré des clients et compagnie, on a travaillé sur leurs projets. Et du coup, on n'avait pas besoin de plus non plus. Et donc, c'est pour ça que j'en parle pas souvent. Ouais, c'est vrai que Ouais, moi, je restais après dans mon après, jamais truc, j'ai je envie de fais mes dire. petites vidéos de passion et tout. Mais voilà, effectivement, ouais. Non, parce que je trouve vraiment ça très intéressant parce qu'il y a plein de produits, même moi en tant que dropshipper en ayant des sites, il y a plein de produits qui meurent comme ça parce que bah, tu n'arrives pas forcément à le scaler au-delà du budget publicitaire, au-delà de mettre un logo, de faire un nouveau packaging. Tu ne sais pas trop comment le scaler finalement. Et effectivement, je pense que le fait d'aller sur ça, de changer complètement la direction, de faire des choses beaucoup plus qualitatives, de changer le produit, ça peut vraiment ramener une forte valeur perçue sur ton produit. C'est énorme. Exactement. Et là, ce que tu dis, tu vois, voilà, c'est quelqu'un qui faisait 200 000, 300 000 euros par mois. C'est exactement nous, le genre de client qu'on a. Et ils mettent le cash, ils ont le cash, bah, ils utilisent cette trésorerie après pour aller travailler sur un nouveau moule, etc. Et faire cette transition progressive, continuer à vendre en dropshipping et en même temps qu'on alimente les stocks en Europe, etc. Et ensuite, bah, ils font le switch. Et là, c'est la révolution, quoi. C'est en fait, tu passes à une vraie société, à une vraie marque. Parce que voilà, beaucoup de gens qui nous parlent sur Internet de branding et compagnie. Ouais. Mais voilà, le branding, c'est pas juste un logo, un packaging, la petite carte dans le colis, quoi. C'est vraiment quelque chose d'unique, c'est vraiment un message que tu véhicules via ton produit qui est 100% personnalisé. Et là, nous, l'expérience client, elle est énorme aussi. Le bouche à oreille, ça marche aussi, on en parlait pour l'import-export, mais pour les produits en e-commerce, c'est juste énorme aussi. Quand la personne elle reçoit son colis, que tout est personnalisé, jusqu'à la petite plaquette à l'intérieur de ta boîte, le manuel en français, l'ouverture, tu vois, qui t'ouvre ton colis, t'ouvre ton produit, etc. Et tu as l'impression d'ouvrir comme un Dyson ou comme un truc Apple ou Apple, n'importe ouais, quoi, tu vois. Apple, ouais. Cette expérience-là, elle change tout. Elle change tout. Et après, bah, ton truc, voilà, les gens, ils vont plus aller chercher. Encore une fois, est-ce qu'il y a ce produit-là sur AliExpress? Est-ce qu'il y a ce produit-là moins cher quelque part? Parce que c'est plus possible. Et ça change tout, ouais. Ouais, sincèrement, c'est vraiment intéressant, comme tu le dis, de mener une expérience vraiment à l'Apple. L'une des choses qui m'a toujours choqué chez Apple, c'est de voir qu'on vend la boîte vide de Apple sur le bon coin. C'est un truc de fou. Ouais. Les gens ne jettent pas la boîte de l'ordinateur, de l'iPhone, tu vois. Le packaging, les gens ne le jettent pas, ils le revendent. Je me dis, quand tu arrives à ce niveau de branding, c'est que vraiment, tu es dans la tête des gens et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est ça qu'il faut aller chercher, ouais. Exactement. Mais du coup,
Comment toi tu vois un peu l'univers du e-commerce aujourd'hui? Tout le monde dit que le dropshipping est mort, etc. Est-ce que toi tu penses que c'est une réalité, surtout en France, hein, où on a quand même ce matraquage sur les dropshippers. On nous cherche, hein, on a tous envie de nous mettre en prison en France. Donc, comment tu vois un peu Mais le marché de dropshipping aujourd'hui en 2022? c'est pas les dropshippers qu'on a envie de mettre en prison, c'est les dropshippers qui travaillent comme des porcs, tout Ouais, simplement, et qui font des trucs juste en essayant de faire de l'argent vite et fermer leur boutique derrière, tu vois. ouais, Parce que le dropshipping, au final, ce qu'on a depuis l'époque de ma grand-mère, je le dis souvent, le téléachat, les choses comme ça, beaucoup, en fait, travaillent en dropshipping. C'est quelque chose qui n'est pas né en 2017, ça existe ouais, depuis des dizaines et des dizaines d'années et ça existera encore après, ce business model de travailler en flux tendu, de travailler en marque blanche, de travailler en private label et compagnie. C'est exactement. des choses, au final, qui existent déjà depuis des dizaines d'années et qui va continuer à exister. Maintenant, ce qui est mort et ce qui est difficile effectivement de faire du cash, le truc qui est compliqué à faire maintenant, c'est d'essayer de faire un truc comme en 2017 avec Shopify, Oberlo. Oberlo, ça n'existe même plus maintenant, tu as vu, ils Ouais, ont fermé. ils ont fermé, ouais. Et de te dire, voilà, je vais te vendre le produit qui est au final à 2 euros sur AliExpress et je vais te le vendre à 20 euros. Je vais m'en mettre plein les nouilles et puis voilà, je vais tous, je vais tous les baiser. Moi, les clients, c'est tous des cons. C'était facile, voilà, il y Ouais, a quelques années. Quand tu arrives comme ça et que tu prends les gens un petit peu pour des cons, tout simplement, pour des Google, il y a 10 ans, ouais, ok, tu vois, enfin, il y a 5 ans, en 2017, ok. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, les gens, ils ont vu que bah, ce système-là, il a été complètement abusé. Il y en a qui ont essayé de faire, ouais, ils vendaient des produits pas juste 3 fois plus cher, ils les vendaient 10 fois plus cher, 20 fois plus cher, juste pour faire du cash et ensuite s'enfuir en courant, comme on a des arnaques dans les cryptos, comme on a des ouais, arnaques un petit peu partout. C'est ce système-là qui est mort. Le dropshipping en get rich quick, tu vois, comment ça ouais, s'appelle, ouais, en ouais, argent exactement, ouais. facile, j'appuie Argent sur un facile. bouton, voilà, voilà, il y en a qui ont pu en profiter. Et moi, j'en connais hein, qui ont fait des boutiques, qui ont fait 10, 15, 20, 50 000 euros comme ça, qui ont fermé vite fait, qui n'ont jamais livré les clients et les trucs comme ça, tu vois. Mais ça, c'est pas du dropshipping. Ouais. C'est de l'arnaque, c'est C'est de du l'arnaque, ouais. scam, c'est pas Ouais. un business. En fait, ce qui est mort, voilà, c'est les arnaques, tout simplement. Mais si tu fais du business dans lequel tu apportes de la valeur, Ouais. si tu travailles même ton dropshipping et que tu travailles aussi encore sur des offres à la Grande Slam Offer de Alex Hormozy, des choses comme ça, où tu apportes en plus quelque chose aux gens, où tu fais des bundles, où tu fais des trucs comme ça qui sont un peu plus travaillés, avec un début de branding, avec des choses comme ça, et où ton optique, tu vois, ton objectif, c'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client, tu vois, et que tu es là pour servir ta communauté, jamais ça va mourir. C'est la façon dont toi tu vois le business, c'est la façon Ouais. dont tu construis ton truc qui va tout changer. Si Ouais. tu es là effectivement pour entuber les gens, ça va plus marcher. Voilà, Ouais. ça pouvait marcher, ça marche plus. Hein, comme les formateurs en crypto de l'année dernière, tu vois, ça marchait bien, les rug pulls, les trucs comme ça marche encore un petit peu, mais ça commence à se fatiguer un petit peu. Mais si tu es là pour apporter de la valeur aux gens, forcément, ça va marcher. Effectivement, tu as tout à fait raison et c'est ce que moi je dis souvent aux gens parce que moi j'ai travaillé chez Euronext, donc c'est bourse de Paris, j'ai envie de dire. Et quand tu es dans le monde de la bourse et tout, du trading, c'est là que tu te rends compte que c'est un peu du dropshipping puisque on achète des choses qu'on n'a même pas encore cultivées. Tu vois. On peut acheter du maïs, du blé, alors que le producteur ne l'a même pas encore mis sous terre en fait. Tu vois. Et c'est après que tu es livré. C'est pour ça que moi, je dis toujours, en fait, le dropshipping, ça a toujours existé. Je pense même depuis des centaines d'années, d'une certaine manière ou d'une autre, ça a toujours existé. Et du coup, effectivement, c'est la manière dont on le faisait en 2017, où les gars livrent pas, ils font du n'importe quoi, qui effectivement a changé. Et quand on fait bien les choses, et c'est même mieux parce qu'il y a très peu de dropshippers qui tiennent des boutiques pendant plus de 3 mois. Tu vois, très, très peu. Alors, moi, j'ai des Oui, c'est boutiques ça, depuis 2020 exactement. qui sont là. Il y a des gens qui, tous les 3 mois, ferment de boutiques. Et moi, justement, au début, c'est ça qui m'a fatigué, en fait, parce que je me suis retrouvé avec 10 boutiques. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu vois, tu as 10 boutiques, tu fermes, si tu ouvres cette boutique et tout, j'en pouvais plus. Je me suis dit, non, il faut que j'aille sur quelque chose, sur un système qui me permet d'avoir une seule boutique ou deux boutiques qui permet de voir beaucoup plus sur le long terme, en fait. Tu vois, c'est surtout pour ça, de voir beaucoup plus sur le long terme. C'est parfois même, Exactement. tu n'es même pas sûr que tu vas rester encore pendant 3 mois. Tu n'es même pas sûr. Parce qu'il y a des concurrents qui vont venir, il y a des blocages qui vont arriver aussi, etc., etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que tu as aussi cette vision-là et surtout que tu travailles avec des gens
pour les amener justement à scaler à ce niveau-là. L'une des questions aussi que j'ai, et tout, c'est par rapport à la livraison. Est-ce que malgré tout, on peut rester en mode dropshipping aujourd'hui lorsqu'on commence à tester un produit, un marché et pouvoir proposer une livraison rapide? Je voudrais reprendre juste un truc sur le mode de fonctionnement du dropshipping, Ouais, juste avant de répondre à cette question. C'est qu'au final, le dropshipping, voilà, c'est comme un porteur d'affaires, c'est ce que tu ouais, dis, c'est comme le trading ou c'est comme d'autres choses. Et du coup, à partir du moment où tu apportes de la valeur, comme moi, quand je suis apporteur d'affaires ou quand je suis trader, broker pour l'import-export, etc., tu vois, j'apporte mon expertise, j'apporte cette sélection des fournisseurs fiables, j'apporte cette sécurité, j'apporte aussi cette interculturalité, cette connaissance de la langue, je facilite les échanges, tu vois, entre les deux parties. Et du coup, je gagne mon argent et les gens, ils sont ravis de me le donner, tu vois. ouais, Parce qu'effectivement, tout seul, ils galèrent. Tout seul, eux, ils préfèrent se concentrer sur leur stratégie de vente, sur leur marketing, sur leurs relations avec les influenceurs, etc. C'est pas là où ils vont gagner le plus d'argent, surtout que le prix du sourcing par rapport au prix de vente, souvent, c'est quand même assez faible, tu vois. Et donc, ils sont ravis de payer là-dessus. Et le dropshipping, il faut vraiment voir ça comme un outil, comme un business model, et comme un outil, ouais, comme un ouais. marteau au final, tu vois. Un marteau, tu peux construire des trucs, tu peux bâtir, tu peux faire des choses énormes avec ça. Et tu peux aussi l'utiliser pour aller assommer ton voisin et puis taper sur les glandus et puis essayer de leur piquer leur argent, tu vois, et de les racketter dans la rue, tu vois. Et il faut vraiment voir ça comme ça. C'est pour ça que je pense que le dropshipping, ça va vraiment être euh, quelque chose qui va rester tout simplement dans la durée. Ensuite, ouais, tu parlais de la livraison et du système de dropshipping aujourd'hui. Est-ce qu'on peut toujours travailler comme ça? Oui, on peut toujours travailler comme ça. Mais il faut éviter, maintenant, encore une fois, on est sur l'expérience client, on est sur la satisfaction tout simplement des clients. Et par exemple, un des gros soucis avec AliExpress, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils sont livrés en 21 jours, en un mois, en 2 mois. Mm. C'est pas possible, c'est plus possible aujourd'hui, tout simplement. Les gens, ils veulent que ça aille vite. Amazon, il les livre parfois dans la journée quand tu Dans la habites à journée. Paris. Ouais. Et ça, c'est hallucinant. Alors toi, tu vas leur dire, OK, ton produit, non seulement je te le vends au même prix que sur Amazon, et en plus, tu l'as dans 3 semaines. Ça fonctionne plus, ça. Ça fonctionne plus du tout. Mais si tu travailles pas, par exemple, avec AliExpress et que tu vas travailler avec un agent ou que tu vas travailler sur un 688 et avec ton propre entrepôt, que tu vas avoir des flux tendus et que tu vas avoir un stock tampon, par exemple en Ouais. Chine, si tu as ton stock tampon, ton entrepôt, tu lui envoies la commande avant 16 heures heure chinoise, Ouais. le truc, il est dans le paquet, il est expédié, il est en route pour l'aéroport aujourd'hui, Ouais. tu vois. Alors que souvent avec AliExpress, ce qui va se passer, c'est que tu vas commander chez les fournisseurs AliExpress. Les fournisseurs AliExpress, souvent, c'est des dropshippers aussi, c'est Ouais, des c'est leur- intermédiaires aussi, Oui, c'est oui. rarement Ouais. des usines J'imagine, oui. et c'est rarement des grossistes qui vont justement, les dropshippers sur AliExpress, ils vont souvent aller se fournir sur un site 88 aussi. Ils vont attendre d'avoir un certain montant de commandes, un certain nombre de commandes, et c'est pour ça qu'ils vont dire temps de traitement, par exemple 5 jours, 7 jours, Ouais. pour pouvoir après acheter au meilleur prix sur un 688, parce qu'un 688, c'est le 6 des grossistes pour le marché intérieur chinois, Exactement. et plus tu achètes en grosse quantité, moins c'est cher. Tu vois. Et Mhm. donc, ils vont attendre, par exemple, une semaine et passer toutes leurs commandes d'un coup. Et ensuite, ils vont être livrés, ou 5 jours, par exemple, et ils vont être livrés entre 24 et 72 heures, eux. Et là, tu Ouais. as déjà perdu une semaine. Ouais. Tu vois. Et ensuite, ils vont s'occuper, voilà, enregistrer la commande, mettre ça sur comment ça s'appelle, les étagères dans les entrepôts, etc. Et ensuite, traiter les commandes. Et au final, voilà, tu vas travailler, tu vas perdre 10 jours comme ça. Mhm. Donc, si tu peux travailler en dropshipping, oui, c'est possible, mais il faut vraiment aller travailler de ce côté-là sur à la fois avoir une meilleure marge, parce que les intermédiaires sur AliExpress, qui beaucoup sont des dropshippers chinois, mais aussi des Russes, beaucoup de Russes, Mhm. ah, et travailler donc avec ton entrepôt, avec un 688, avec ton équipe ou toi-même, et avoir un petit stock tampon quand même. Alors, Ouais. on part un petit peu de l'idée de dropshipping, mais voilà, tu as 10 unités de ton produit en tampon, par exemple, pour commencer. Ça fait tout à fait sens. Comme ça, tout de suite, la personne, elle commande sur ton site, sur Shopify, peu importe. Tu appuies sur ton truc. Tu lis ton entrepôt avec l'API de Shopify aussi pour gagner du temps aussi. Tu Ouais. cliques dessus avant 16 heures heure chinoise et c'est parti. Et la personne, elle peut être livrée en 4 à 7 jours ouvrés. Alors voilà, 7 jours ouvrés, ça peut être un petit peu long, surtout si tu envoies le vendredi, hein. Les jours ouvrés, c'est lundi, mardi, mercredi, Ouais. jeudi, vendredi. Tu vois? Donc ça peut mettre quand même jusqu'à 10 jours. Mais on est loin des 3 semaines de mois qu'on peut avoir parfois maintenant sur AliExpress avec certains fournisseurs qui sont quand même peu scrupuleux et qui veulent vraiment juste augmenter au maximum leur marge, quoi. Donc Effectivement. encore une fois, oui, on peut encore aujourd'hui travailler avec du dropshipping, avec des dropshippers, mais il faudra faire un travail sur la sélection des fournisseurs. Et
On peut commencer avec AliExpress pour tester des trucs, mais après, il va falloir voilà, switcher sur un agent ou switcher sur quelque chose que tu gères en interne, quoi. Effectivement, et surtout ce que je voudrais rappeler, parce que c'est quelque chose que moi je pensais justement avant, au niveau de l'achat des stocks, je pensais qu'on achetait le stock au prix fournisseur en fait. Tu vois? C'est-à-dire que dans le prix fournisseur, on a le prix d'achat du produit et la livraison. Et du coup, moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je me suis dit, ah, mais mon produit coûte 20 euros, c'est pas possible. Tu vois? Alors que quand j'ai fait mon premier achat de stock, à l'époque, c'était sur ces dropshipping, il me dit, ouais, que ça coûte 5 euros. Je dit, attends, donc le produit coûte 5 euros en fait. Il dit, ouais, c'est la livraison qui est à 15 euros, tu vois. Donc, du coup, le coût d'achat parfois sur des produits peuvent revenir très, très moins cher parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va acheter le stock au coût où le fournisseur nous le vend, ou l'agent nous le vend, alors que d'habitude, c'est juste au coût moins la livraison. Donc, ça devient beaucoup plus facile et tu peux te retrouver parfois à 5 euros, moins de 10 euros en fonction des produits, bien évidemment, et tu peux acheter une grosse quantité ou sans unité et te permettre de pouvoir scaler et être livré effectivement beaucoup plus rapidement. De toute façon, aujourd'hui, on est un peu obligé, comme tu l'as dit, Amazon qui est là, qui livre en 24 heures, et qui livre en 48 heures maximum, etc. Et du coup, quand toi, tu dois livrer en 2 semaines, 3 semaines, ça devient extrêmement compliqué pour que les clients puissent patienter en fait jusqu'à la livraison. Donc, c'est extrêmement, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et tu as parlé de quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est le, les crypto-monnaies, tu vois, tout ce qui est crypto-monnaie. Parce qu'en 2021, on a eu un truc, en 2021, sur les cryptos. Et à l'époque, je me suis dit, putain, je pense que l'e-commerce est terminé parce que tout le monde parlait de crypto-monnaie. Et je me suis dit, mais attends, il y a un problème, tu vois, il y avait tellement de vidéos dessus. Beaucoup de gros e-commerçants même qui avaient des grosses chaînes YouTube on fait un switch littéralement. Ouais, moi c'est terminé e-com. Là, maintenant, c'est crypto. Et du coup, bon, à l'époque, moi, je me suis dit, bah, tant mieux. Sincèrement, je me suis dit, tant mieux, bah, ça me laisse la place. Et j'ai eu raison, puisque j'ai pris 40 000 abonnés en moins de 2 3 mois. Tu vois? Donc, du coup, qu'est-ce que tu penses un peu de l'univers des crypto-monnaies, de l'e-commerce, etc. C'est quoi un peu ta vision sur ces choses-là? Bah, là, tu parles de quelque chose qui est très intéressant, c'est surtout voilà, les vendeurs de rêves et puis les personnes aussi qui sont Ouais, intéressées pour acheter ce genre de choses et qui veulent juste voilà, un truc rapide pour faire de l'argent vite et facile, tu vois, où tu appuies ouais, sur un bouton, tu n'as pas besoin de travailler et pouf, c'est magique. Ah, voilà, j'ai acheté mon Shiba Inu, j'ai acheté mon Dogecoin, c'est bon, maintenant je vais être millionnaire, tu vois. ouais, Et c'est très bien, effectivement, que beaucoup de e-commerçants et de grosses chaînes qui ont fait parfois des millions d'euros à vendre des formations, des choses comme ça, soient partis maintenant sur des trucs de trading et autre chose, tu vois, et NFT et compagnie. Parce que justement, voilà, c'était des parasites. Ils étaient là justement pour profiter de cette demande. Après, c'est bien au niveau entrepreneuriat, hein. Ils ont sauté sur la demande et puis ils ont profité un petit peu de tous ceux qui avaient ces rêves-là, etc., pour leur soutirer leur argent. Et maintenant, ils sont passés à autre chose. Donc, c'est fantastique. Moi, je suis là, comme je te disais, depuis 2008-2009 ouais, sur Internet. Import-export, j'ai parlé beaucoup de e-commerce, de dropshipping parce qu'on me demandait beaucoup mon avis en ouais, 2016-2017. Mais sinon, voilà, ça reste toujours dans ce que je fais. Et aujourd'hui, on est encore sur ça, quoi, tout simplement. Et exactement. je pense qu'il faut se méfier des effets de mode et puis pas aller toujours chercher le petit truc qui brille. Encore une fois, tu vois, le dropshipping, comme je te disais, si tu fais ça sérieusement, tu peux toujours faire énormément d'argent aujourd'hui. Tu peux toujours faire énormément d'argent aujourd'hui en allant vendre sur les marchés. Tu Ouais, peux toujours ouvrir des boutiques physiques, des restaurants, des choses comme ça. Il y a toujours énormément de potentiel si tu fais les choses bien. ouais, Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le business. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est quoi le truc qui brille en ce moment, c'est quoi la petite pépite, je vais aller faire ça, je vais aller faire des cryptos, je vais me lancer, je vais arrêter tout ce que je fais dans mes business et compagnie, et je vais lancer une société de, je sais pas moi, d'analyse de blockchain et une collection NFT. Et c'est pas une manière pérenne ouais. de faire du business, c'est tout simplement de vivre, de sauter d'un truc à l'autre tout le temps. Il faut que tu choisisses ce qui a l'air d'être le mieux pour toi. Mhm. Il faut comprendre, bien évidemment, l'évolution du monde, les tendances, etc. Mais il ne faut pas te dire, voilà, aujourd'hui, tout le monde gagne de l'argent avec les cryptos, et du coup, je vais faire des cryptos. Aujourd'hui, la plupart des gens, moi, je connais des gens, par exemple, qui sont devenus super riches, là, en Chine, par exemple. Le dernier que j'ai vu, c'est le patron de Nongfu Shanxue qui Mhm. fait l'eau de source en Chine, Ouais, qui a fait énormément d'argent avec notamment la période Covid, etc., en installant des bornes à tous les immeubles en Chine, toutes les résidences, pour vendre ces bouteilles d'eau de manière plus simple. Les gens, ils descendent de chez eux à l'ascenseur et ils peuvent acheter leur eau comme ça simplement pendant la période Covid et tout. C'était super bien joué, mais c'était pas sexy.
Les gens, ils veulent du sexy, les gens, ils veulent de la crypto, ils veulent des trucs où tu peux faire du x40 d'ici demain, où tu peux vendre tes produits à x10, tu vois, en 2017 sur une Shopify avec Oberlo. Ouais. Mais c'est pas pertinent. C'est pas pertinent parce que ça sera quelque chose qui va retomber, parce que c'est une tendance et bah, tu peux pas créer un business là-dessus, tu peux pas créer quelque chose Exactement. qui va t'amener très haut. Bien évidemment, c'est possible de faire 10 000, 50 000 euros comme ça et tout, par exemple, de payer tes petites dettes, les choses comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire, quoi? Tu vois? Moi, je pense qu'il faut voir le business comme un businessman et se dire, voilà, je vais bâtir quelque chose, je vais apporter de la valeur aux gens. Et ça peut être très bien quelque chose qui sera pas sexy, comme vendre des noix de cajou ou du riz, tu vois. C'est pas sexy. Les gens, ils veulent faire des coques iPhone, ils veulent faire du bijou fantaisie, etc. Et tu leur dis, bah tiens, tu devrais vendre ça, je sais pas moi, des toilettes, des trucs pour les fosses septiques, les choses comme ça. Et ils vont dire, mais non, moi je veux faire des coques pour iPhone. Et moi, je comprends pas ça, tu vois. Et bon, après, voilà, il faut pourquoi pas essayer, hein. Non, effectivement, tu as tout à fait raison par rapport à ça. Et justement, moi aussi, tellement à l'époque, ça m'avait fait réfléchir. Je me suis dit, autant rester dans ce que je fais parce que surtout les crypto-monnaies, pour la petite anecdote à mon niveau, j'ai eu un étudiant qui voulait me payer en crypto. Mais j'ai accepté, je me suis dit, pourquoi pas? Il veut me payer en Litecoin et tout. Vas-y. Il me fait le transfert, tu vois. Moi, je me suis dit, OK, j'ai gardé l'argent. Du jour au lendemain, ça a perdu 50% de sa valeur. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette monnaie où du jour au lendemain, tu peux payer 50% comme ça? C'est pas pérenne, c'est pas possible. On peut pas baser un business, un actif sur quelque chose qui peut payer 50% de sa valeur du jour au lendemain. C'est pas possible. Et c'est là où moi j'ai commencé un peu à me méfier de l'univers. Je me suis dit, c'est quelque chose qui est là, c'est clair, ça va disparaître, ça va améliorer des choses, on est toujours en train de structurer, mais le fait de tout changer, de baser tout son business sur des trucs qui sont extrêmement volatiles, ou quelque part, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément de valeur, c'est de la spéculation, il n'y a pas forcément une vraie valeur qui est, à l'heure actuelle en tout cas, qui est apportée et tout. Donc, du coup, c'est extrêmement compliqué de baser son business dessus parce que bah, du jour au lendemain, ça peut mourir. Finalement, ceux qui vont rester, bah, c'est ceux qui font de l'e-commerce. Et moi, je pense même qu'en tant que e-commerçant, le dropshipping, c'est vraiment la porte d'entrée. Quand tu regardes l'e-commerce il y a 10 ans, il y a 10 ans, tu fais un cahier des charges, tu fais un truc, je veux lancer un produit, tu vas voir ta banque. Je sais pas comment ça se passait, tu vois. C'est pas possible, ou bien tu achètes du stock. Et du coup, on a quand même un moyen où très rapidement, tu peux lancer un business rapidement avec des outils très rapidement, tester un produit, savoir si ça marche. Et quand ça marche maintenant, utiliser le processus dont toi tu parlais, où tu peux upgrader ton produit, apporter beaucoup plus de valeur, etc. Et l'une des questions que je voulais te poser aussi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, des entreprises physiques peuvent se mettre à faire du dropshipping, des entreprises qui ont déjà des choses, en fait, qui ont déjà des locaux, etc., peuvent se dire, OK, au lieu d'aller fabriquer un nouveau produit, bah, je vais faire ça en mode dropshipping pour voir un peu ce que d'autres font, tester un peu le marché, et après ça, maintenant, je peux aller commander, etc. Comment tu vois un peu? Moi, je me dis que c'est quand même quelque chose qui n'est pas mal. Alors, ce que tu expliquais aussi avec effectivement le dropshipping et tout ça pour lancer maintenant aujourd'hui un truc, c'est carrément, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand je faisais des sites, par exemple en 2009, mon épouse, elle faisait un site de bijoux fantaisie, des choses comme ça. On était sur du Magento, on était sur du PrestaShop, on était sur du Joomla. Et on Ouais, codait ça à la main. C'est-à-dire que moi, je peux te coder des trucs en PHP. Tu vois. Et effectivement, aujourd'hui, la barrière à l'entrée, elle est quand même beaucoup plus basse et tu peux tester beaucoup plus facilement. Mais du coup, il faudra vraiment travailler cet aspect marketing, cet aspect vente, etc. Pour la technologie qui évolue aussi, les crypto-monnaies, euh, si moi je suis contre un petit peu voilà, ces vendeurs de rêves, etc., à investir dans du coin de tête de chien, je sais pas quoi, ouais, juste de manière spéculative, je suis complètement contre. Par contre, la technologie, elle est passionnante. ouais, Et si tu fais, par exemple, ton paiement en Litecoin ou en Bitcoin ou en ETH, peu importe, et qu'ensuite, quand il est arrivé sur ton portefeuille, tu le retransfères tout de suite en en stablecoin, USDT. en USDT, Ouais, etc., là, tu as quand même quelque chose qui est révolutionnaire ouais, par rapport au virement traditionnel. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à l'époque, on avait des virements, je faisais un virement en Chine, il fallait 2 semaines quand il ne le ouais. perdait pas. Comment est-ce que tu peux perdre un virement, quoi? Aujourd'hui, tu fais un virement, alors que ça soit avec les néobanques ou les choses comme ça, même Bank of America, avec qui moi je travaille, les gens, ils reçoivent le truc en quelques minutes, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Et maintenant, les crypto-monnaies, non seulement tu le reçois en quelques minutes,
mais en plus, les frais sont très bas. Donc, on Mhm. a quand même quelque chose qui est très intéressant au niveau de la blockchain. Justement, c'est la blockchain. Ouais, C'est pas les tokens, c'est pas les crypto-monnaies, mais c'est la blockchain qui nous ok, apporte ouais. quand même quelque chose qui va être révolutionnaire. Et d'ailleurs, Shopify, là, il travaille avec Binance Pay, Alchemy Pay, etc., justement aussi pour pouvoir faciliter les paiements. Et ça pourrait être passionnant aussi au niveau des paiements, des paiements en Afrique ou les choses comme ça, où les gens font beaucoup Exactement. sur, voilà. Donc, je suis pas contre la blockchain, je suis pas contre les cryptos, etc. Mais je suis contre effectivement cet aspect spéculatif. Je voulais Mhm. insister là-dessus. Donc, Exactement. des tokens. Ensuite, tu parlais voilà, des sociétés plus traditionnelles aujourd'hui, s'ils voulaient se mettre à faire du dropshipping, etc. Mais carrément. Mais carrément, mais la plupart des sociétés traditionnelles, elles ont énormément de boulot à faire de toute façon. Ne serait-ce que d'avoir un site web, on a trop de sociétés qui n'ont pas de site internet. Là, Exactement. on a un client à moi dans le gros import qui est référencé dans des magasins et compagnie, tu vois. Il a lancé son site web comme ça, et en un mois, son truc, ça fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros parce que la demande, elle est là, tu Ouais. vois. Mais il n'a jamais eu avant de site web. C'est hallucinant. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, comme toi, tu le fais pour du négoce de matières premières, ah, qui est quelque chose quand même de très traditionnel, qui est vieux comme le monde, comme les routes de Exactement. la soie, etc. Et que tu nous couples ça avec LinkedIn, tu nous couples ça avec des appels, des Calendly, des appels de closing, des choses comme ça. Technologie. Effectivement, pour les sociétés traditionnelles, les sociétés qui ne sont pas présentes à la fois sur Internet, qui ne connaissent pas ces systèmes de dropshipping, etc., il y a tout à faire. Il y a tout à faire et c'est que le début. C'est pour ça que, encore une fois, le dropshipping et tout ça, c'est pas mort du tout. C'est que le début. On arrive voilà, maintenant sur l'ère d'Internet, sur le Web 2, le Web 3 et compagnie. Et soit tu prends le train en marche, Mhm. soit bah, tu seras laissé sur le côté tout simplement. On aura plein de sociétés qui vont mourir et puis c'est tout. Après, c'est la loi du marché, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et puis voilà, quoi. Les sociétés traditionnelles qui vont pas évoluer en même temps que les technologies et les choses évoluent, bah, elles vont couler. Et tant mieux pour nous, parce que nous, on est là. Exactement. Et du coup, moi, ça me faisait même penser, il y a une application sur laquelle j'avais fait une vidéo qui s'appelait DropX, qui permettait justement aux entreprises traditionnelles en France de mettre leurs produits en mode dropshipping. Tu vois. Et moi, j'avais trouvé, pour avoir justement des fournisseurs locaux. Et moi, j'avais trouvé l'idée très intéressante, mais le problème, c'est que ces entreprises ne font absolument rien pour améliorer l'attractivité de leurs produits. C'est-à-dire que parfois, ils n'ont même pas d'image, en fait. Ils mettent leurs produits sur la boutique, ils n'ont même pas d'image. Ils ne font rien. Ils me disent, mais attends, mais c'est tellement dommage. Quand tu vois les Chinois, tout ce qu'ils peuvent te faire, des shootings photos, faire plein de trucs, tu vois, pour que tu viennes prendre leurs produits, je trouve extrêmement dommage que le dropshipping, surtout déjà qu'il y a une connotation négative en France, que des entreprises qui ont déjà du stock, qui ont déjà tout, ne puissent pas profiter de cette main-d'œuvre marketing finalement, parce qu'on leur joue le rôle de marketeur, tu vois, pour des produits hyper qualitatifs et ils peuvent vendre beaucoup plus facilement. Je trouvais ça un peu dommage quand même. C'est ça, mais on a beaucoup d'usines là. Moi, j'ai un pote qui cherchait des usines pour faire du white label, private label sur des produits Italie, Espagne et compagnie, tu vois. Et il cherchait dans Google justement aussi des trucs produits OEM, produits white label, produits donc private label, etc. ODM, etc. Mais la plupart des sociétés et des usines traditionnelles qu'on a en Espagne, au Portugal, en Italie et compagnie, ou en Grèce ou en Tunisie, peu importe, en fait, ils n'ont même pas mis ces trucs-là, ces termes-là sur leur site. Pour eux, ils sont des usines, ils sont des fabricants, tu vois. Et les gens qui vont chercher OEM, ODM et compagnie, ils Que du vont jamais tomber dessus, ils ouais. vont jamais les trouver, quoi. Donc, faut vraiment, ouais, faut vivre avec son temps et faut voir un petit peu où est la demande, que recherchent les gens et évoluer, effectivement. Il y a trop de potentiel. Trop, effectivement, trop de potentiel. Bon, je te pose énormément de questions parce que c'est vraiment passionnant de parler avec toi. Je voulais parler un peu de Facebook Ad versus TikTok Ad. Parce que actuellement, moi, j'ai eu la version de TikTok en 2017, 2017-2018. J'ai eu la version de TikTok, Douyin, justement. Et quand je vois un peu, et quand TikTok est venu en 2019 dans le monde occidental, et à l'époque, je voyais effectivement, il n'y avait que des gamineries dessus, il n'y avait que des danses. Et je voyais la version TikTok où il y avait beaucoup plus d'adultes hein, déjà dessus. Et je vois toutes les fonctionnalités qu'on a sur Douyin. Je me dis, mais Facebook, ça va être très chaud pour eux dans les 5 prochaines années parce que ce que je vois sur Douyin, ça va être chaud s'ils implémentent ça ici sur TikTok. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça, de TikTok et de Facebook? Alors,
Bah, TikTok, c'est typiquement ce que font les Chinois. C'est une expérience scientifique à ciel ouvert. C'est que des tests, etc. Et ils sont en train de dominer. Mais ils sont en train de dominer pas seulement Facebook, ils sont en train de dominer Instagram, et ils sont en train de rayer YouTube de la carte. Tu sais que maintenant, c'est tout nouveau, mais tu peux commencer à avoir du référencement naturel sur TikTok. Les gens, ils commencent à utiliser TikTok comme ils utilisaient YouTube pour faire des recherches. C'est-à-dire que là, notre deuxième moteur de recherche actuel après Google, c'est C'est YouTube. Mais je pense que dans un avenir proche, ça va être TikTok. Et ils sont en train de travailler aussi le SEO sur TikTok. Donc très intéressant. En plus, si tu veux créer des contenus TikTok, etc., de l'organique, tu peux voir que moi, je poste actuellement à peu près 3 à 5 trucs par jour. C'est pas pour rien, parce qu'ils gèrent super bien. Aujourd'hui, encore une fois, on a les deux cas de figure. L'état des choses aujourd'hui, c'est effectivement Facebook Ads, c'est pas fini. On a non, énormément à faire, ouais, notamment pour de l'acquisition client. Ah, c'est juste encore fantastique, c'est une mine d'or. ouais, D'accord? TikTok, pour l'instant, là où potentiellement parlant, c'est super intéressant, c'est avec le reach organique. Et tu as quelque chose qui est fantastique sur TikTok, par exemple, par rapport à Instagram, c'est quand tu as quelque chose qui est vraiment viral, quand tu as quelque chose qui est vraiment bon, ton truc, il va faire 10 000, 20 000, 100 000 vues, 1 million de vues. Et ouais, quand ton truc, il est pourri, il va faire 2 vues. ouais. Et c'est au cas par cas, au poste par poste. Donc c'est Ouais. super gratifiant aussi quand tu comprends un petit peu l'algorithme et que tu peux exploiter ça. Parce que Instagram, tu fais un truc pourri. Moi, mon truc, il a 2 000 vues. Je fais un truc super bien. Mon truc, il a 2 000 vues aussi. Tu Ouais. vois. Donc TikTok, ils ont vraiment bien compris tout ça. Et ça va être énorme. Aujourd'hui, voilà, Facebook, c'est bien pour l'acquisition, c'est toujours aussi bien. TikTok, c'est génial pour l'organique. Mais la tendance, encore une fois, si tu regardes la tendance, les gens qui ratent le train là sur TikTok et qui sautent pas sur l'occasion aujourd'hui, ça va être Est-ce que tu terrible parce sais, qu'ils sont est-ce que à tout tu sais, exploser. ah oui, est-ce que tu sais que j'ai raté le train en 2019 parce qu'en 2019, 2020, quand je faisais les vidéos sur YouTube, le coronavirus avait commencé et j'étais avec mon petit frère, il glandait à la maison, il m'énervait et du coup j'ai dit, écoute, vas-y, mets-toi sur TikTok, je vais te traduire des vidéos chinoises et tu vas les reproduire en truc là. En 3 mois, il a 500 000 abonnés. En 3 mois. Et à l'époque, il me disait, mais pourquoi toi, tu ne le fais pas? Et moi, je me dis, non, moi, je n'ai pas le business. Et vous faites que danser sur TikTok. Tu vois, et personne ne va m'écouter, tu vois. Et sincèrement, je le regrette aujourd'hui. Je le regrette amèrement parce que aujourd'hui, je fais des vidéos sur TikTok. J'ai fait une vidéo, tu vois. Et vraiment, TikTok est très, comment je vais dire, selon moi en tout cas, c'est démocratique, j'ai envie de dire. En gros, quand tu fais quelque chose de bien, peu importe qui tu es, Exactement. même si tu n'es pas une star, peu importe qui, tu peux avoir la caméra la plus pourrie. Si c'est intéressant, tu auras le million de vues. Point. C'est ça. Si c'est Et ça, intéressant, tu auras le c'est million ce de qui est vues. énorme avec Ouais, TikTok, c'est que c'est super gratifiant. Si tu exactement. comprends ce que les gens veulent et que tu apportes de la valeur, ton truc, ça va faire des millions de vues. Un million de Alors vues. que Instagram, tu fais un truc, la même chose qui a de la valeur, tu vas faire 2000 vues. Si Alors tu n'as que pas, j'ai 10 000 abonnés ou je sais pas quoi, tu bah vois. oui, si sur Instagram, si tu n'as pas la meilleure caméra RAID, que tu n'as pas le fond de fond qui est magnifique, que tu n'es pas vraiment, je pense qu'Instagram, ils ont ramené le niveau comme si tout le monde devait devenir des stars, tu vois. Alors que TikTok, en fait, peu importe qui tu es, et moi, je fais des vidéos sur TikTok, j'ai eu 100 000 vues sur une vidéo, je me suis dit, ah ouais, j'ai eu 3 000 abonnés en une nuit. Je me suis dit, ah non, là, je pense aujourd'hui, effectivement, si tu rates le train de TikTok, et surtout quand je vois je sais certainement, tu as l'application Douyin, tu vois les stores à l'intérieur, tu peux commander, tu peux faire des lives et C'est on ça. achète les cours. Moi, j'ai vu des cours d'anglais sur Douyin où tu peux acheter et suivre à l'intérieur. Je me suis dit, mais merde, même pour les infopreneurs, les webinaires, mais ça va être fou. Ouais, tu peux déjà lier tes boutiques Shopify maintenant sur TikTok aussi, hein. Et alors, tu vois, d'ailleurs, il y a quelque temps, là, YouTube, il a dit, à nous aussi, maintenant, on peut le faire, on peut lier Shopify et puis lier la boutique à votre compte YouTube, tu vois. Mais le pionnier et le leader, là, c'est clairement TikTok et l'avenir, il arrive. Et effectivement, TikTok, en plus, c'est ce que nous, on a en Chine depuis des années, les lives Des qu'on a années. Les lives, sur Taobao, là, Diantao et compagnie. ouais. C'est quelque chose que, alors là, je suis en Thaïlande, tu vois, on le voit ici aussi. Ils sont déjà là-dessus, ils sont dans le futur, quoi. Et il faut vraiment suivre ça, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Chine, parce que c'est ce qui arrive en France. Ouais. Et du coup, voilà, bah, tu saisis l'opportunité, soit tu la laisses passer, quoi. Et Et non, c'est un truc de mal. c'est vraiment, en tout En cas, je pense TikTok que organique, moi j'ai un gars en TikTok organique qui fait déjà 300 000 € par mois, quoi. C'est juste en organique, c'est ça qui est, c'est complètement malade. ouais, c'est totalement fou parce que, comme tu l'as dit, je connais aussi un gars sur Twitter qui a une boutique e-com.
et il publie sur TikTok, c'est 800K par mois, mec. Que des vidéos en organique avec sa boutique Ouais, ça Shopify. ne m'étonne pas, ouais, J'étais c'est choqué. sûr. Attends, zéro publicité. Zéro publicité. Et c'est là que je me suis dit, non, vraiment, même en e-commerce aujourd'hui, et ça revient à une question que je voulais te poser. Quelle est selon moi, je ne sais pas si tu partages cette vision, je me dis aujourd'hui, l'un des moyens les plus simples d'avoir une marque aujourd'hui, si tu arrives à déterminer un produit et tout, c'est peut-être d'aller sur TikTok, d'acheter le produit chez toi à la maison et de faire des vidéos, de faire des vidéos pendant au moins un mois, 2 mois, et de voir si ça décolle, est-ce que ça prend, est-ce que ça intéresse les gens. Parce que comme tu l'as dit, TikTok fait les vidéos au cas par cas. Si c'est pourri, bah, C'est tu n'auras ça, pas de vues. Si c'est bon, tu auras de 100 000 vues. Donc, du coup, ça te permet c'est de ça. savoir exactement qu'est-ce qui marche, quel angle marketing j'ai pris qui a fait, qui fait que ça marche. Et ça te permet aujourd'hui, je pense, selon moi, d'avoir une marque beaucoup plus facilement. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport pour se lancer aujourd'hui dans l'e-commerce. Tu peux aller encore plus vite. Ah, le problème des gens que moi je vois qui font ça en un mois, 2 mois, souvent ils font une vidéo par jour. Ouais. Tu peux faire une vidéo toutes les 2 heures. Ah ouais. Tu fais une vidéo toutes les 2 heures. Moi, sur mes comptes TikTok, le maximum qu'on publie, c'est à peu près 8 à 10 vidéos par jour. Donc, on commence à 6 heures du matin, 8 heures, 10 heures, 12 heures, etc. Tu vois. Et toute la journée comme ça. Et tu les enchaînes parce que justement, celles qui fonctionnent bien, elles vont décoller. Elles vont faire des dizaines, centaines, millions de vues. Et celles qui fonctionnent pas, elles vont pas décoller. Tu peux tester très, très vite. Et c'est comme Twitter, en fait, TikTok. Tu peux mettre un truc et publier toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Ça va pas gêner les gens. Et de toute façon, les gens, ils verront pas tes trucs qui sont mauvais, tout Ouais. simplement parce que l'algorithme, il te les aura tout simplement dégagés. Elles auront fait 20 vues, 200 vues, et puis c'est tout, tu vois. Et comme ça, tu peux tester, en fait, un produit par semaine. Bah, il faut passer du temps et faire les vidéos. Et ensuite, quand tu as quelque chose qui marche, bah, tu le dupliques. Un petit secret pour les personnes qui veulent démarrer en organique avec TikTok, c'est après, quand tu as quelque chose qui fonctionne, tu refais la même. Tu reprends Exactement. la vidéo, tu reprends la même musique, tu la fais de la même durée, tu prends le même concept et tu refais la même vidéo. Et ça va cartonner à chaque fois. C'est juste hallucinant. Quand tu as compris l'algorithme, quand l'algorithme il a choisi ton truc et que ça fonctionne, tu refais la même chose. Tu reprends le même produit, tu changes la couleur du produit, tu changes un petit élément seulement, un seul élément, mais même musique, même durée, même tout. Ces trucs, c'est des conseils que je donne aux personnes moi, que Ouais. j'accompagne. Donc, profitez-en, notez-le et faites-le surtout. Tu refais Profitez-en, les gars. exactement la même chose. Tu refais exactement la même chose et ça va recartonner et ça va recartonner et recartonner. Et tu fais toujours la même jusqu'à ce que le truc s'épuise, jusqu'à ce que la chanson ne soit plus à la mode, jusqu'à ce que, etc. Et tu vas te rendre compte que beaucoup, au final, de personnes qui cartonnent sur TikTok font ça. Ils Ouais. reprennent exactement la même chose, ils refont exactement la même chose, ils reparlent du même sujet, par exemple, et ça fonctionne et ça reprend et ça reprend et ça reprend. C'est juste hallucinant. Et tu as tout à fait raison. C'est ce que j'ai fait hier, justement. J'analysais quelques comptes TikTok parce que je suis dans cette stratégie actuellement. On est en train de lancer une marque. On veut faire que du TikTok, du YouTube Short, du Reels, mais bon, principalement TikTok. Et je suis allé analyser des vidéos, une marque qui est pas mal, qui vend des mini ballons de foot américains, des petites, toutes, mais sous forme de haut-parleurs. C'est vraiment un truc qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils ont les licences, NFL, etc. Toutes les vidéos, c'est littéralement la même. En gros, c'est quoi? Il lance le ballon et il attrape et il met la musique. Le mec a centaines de vidéos, c'est la même chose, juste la couleur du ballon change. Il le Mais fait il dans a le tout compris. jardin avec son frère. Ils sont deux, l'autre lance la balle, il récupère la balle, il met la musique, ça chante les mêmes vidéos et tu vois 2 millions de vues, 20 millions de vues. C'est un truc de malade. Non, mais vraiment, Exactement. Et c'est ce qu'il faut faire. en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Cédric. L'une dernière question. Parle-nous un peu de tes projets personnels. Sur quoi tu travailles actuellement, à part scaler les marques? Est-ce que toi, tu travailles sur des projets personnels en e-commerce ou tu préfères aider les marques à scaler? Alors moi j'ai des petits trucs perso que j'aime bien entretenir. Par exemple, bon, ma formation au chinois, par exemple, Ouais, que j'automatise et que je continue à faire, même si ça fait pas énormément, tu vois, ça fait 10K par mois, des trucs comme ça. J'ai une boutique aussi qu'on a lancée avec ouais, un influenceur cuisine qui a 2 millions d'abonnés. On a créé une boutique avec lui et c'est un petit bébé à moi. C'est toujours bien d'avoir ces petits projets, tu ouais, vois, et puis des choses sur lesquelles tu peux faire des tests, des choses comme ça. Mais sinon, franchement, ouais, le gros de mon travail en ce moment, surtout cette année-là, j'ai envie d'aller à fond dans l'import-export. Tu vois, là, je commence à être un petit peu vieux. Alors, j'ai 35 ans quand même. Et je me dis, j'ai envie de faire des gros chiffres là dans l'import-export. ouais. Et donc, je me donne les moyens.
Et j'ai laissé tomber quand même pas mal de petits business, de petits projets, de trucs comme ça, parce que tu vois, des sites d'e-commerce, des trucs de Ouais. formation en ligne, des choses comme ça, j'en ai fait plein quand même. Et j'ai laissé tout ça de côté. Et au final, maintenant, moi, mon projet perso, c'est de monter cette structure import-export, mais plutôt que de faire voilà, entre 5 et 20 millions par an, j'ai envie d'aller chercher du lourd, tu vois, d'aller faire du centaine de millions, du milliard, j'en sais rien. Mais j'ai envie de monter le truc et commencer aussi à embaucher, parce que tu vois, quand tu es tout seul, c'est facile, enfin, c'est facile, c'est possible de faire 2 millions 5 millions d'euros, tu vois, par an facile, tu vois, jusque 20 millions maximum. Mais après, bah, il faut passer à un autre niveau. Et là, Ouais. moi, j'ai envie de passer à cet autre niveau-là. Voilà. Ok, Donc, bon. mon objectif perso en ce moment, c'est en fait, c'est très pro. Et c'est de se dire, voilà, jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller et est-ce qu'on peut pas faire quelque chose d'énorme maintenant? On travaille quand même déjà avec des grosses sociétés françaises, avec des grosses sociétés internationales et compagnie. On a quand même fait des gros projets. On a fait des commandes de 1 million de pièces. On a fait des commandes de. Enfin, c'est des trucs de malade. Et je me dis, voilà, de quoi je suis capable maintenant et qu'est-ce que je pourrais créer? Et c'est vraiment mon objectif ouais, qu'on s'est donné avec tous les entrepreneurs, etc., que j'ai accompagnés, etc. Il y en a certains qui ont des masterminds, tu vois, on fait tous plusieurs millions d'euros par an. Et on s'est dit, OK, là, cette année, moi, pour moi, mon objectif, c'est d'aller faire du lourd et d'aller faire de l'énorme. Et du coup, bah, là, je me mets là-dessus. En tout cas, juste pour rebondir sur ta formation, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent apprendre le chinois, mais tu as vraiment l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure formation francophone sur l'apprentissage du chinois. Et je me trouve vraiment dommage qu'elle ne soit pas assez, je sais pas, qu'elle ne soit pas que tu n'aies pas assez d'étudiants parce que vraiment, tu sais, j'ai pas raté un seul jour dans ta formation. Parce qu'à l'époque, tu l'envoyais par email, tu vois. Tu l'envoyais par email à l'époque. Au J'ai pas début, ouais. raté un seul jour. Et même les jours où je ratais limite genre à 2 heures du matin, tellement ça me faisait chier que je revenais pour regarder. Je me dis, oh, non, non, vas-y, vas-y. Il faut que tu regardes ça. Et c'est vraiment l'une des choses, la meilleure formation, en tout cas francophone, sur l'apprentissage du chinois. Quand on suit ta méthode à la lettre, il y a des résultats. Il n'y a même pas de truc à dire, quoi. Il y a vraiment des résultats. C'est vraiment dommage que depuis 10 ans, ça n'est pas vraiment boosté et tout. Mais bon, on verra bien. Bon, après, il y a quand même eu plusieurs milliers d'étudiants, hein. Ouais, C'est quelque chose qui a quand même généré. Voilà. Mais après, j'essaye de garder les choses. Encore une fois, moi, je suis importateur. Voilà. ouais, Mon métier, c'est l'import-export. Et le chinois, c'est ma passion. ouais, Et du coup, voilà, moi, je préfère refuser des étudiants, tu vois, et en prendre que 20 ou 30 par mois. Et puis voilà, ça me fait 10 000 euros dans la poche, c'est quand même cool. ouais. Et me concentrer voilà, sur mon métier et avoir cette passion-là, avoir des personnes passionnées aussi, justement, à côté, qui après voilà, vont voyager en Chine, qui m'envoient des messages, qui vont se marier, qui ont leurs enfants, certains qui deviennent profs, etc. Et c'est super gratifiant. J'ai jamais voulu transformer ça en business industriel comme on peut le faire dans l'import-export, dans le e-commerce, etc. Parce que c'est ma passion. Et une passion, c'est quelque chose qui peut être risqué quand beaucoup disent, voilà, vivez de votre passion, vendez votre passion, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. etc. Et qu'au final, ta passion, ça devient un cauchemar, quoi. Ouais, Ça devient le truc qui te fait stresser, etc. Et j'ai jamais voulu faire ça. ok. Donc voilà, j'ai une communauté de 200 000 personnes, j'ai eu Ouais, plusieurs milliers d'inscrits et tout, c'est cool. Et rester sur ça, au final, c'est très bien. De toute ok. façon, après, encore une fois, le truc, tu le pousses, etc. Ça fera jamais autant d'argent que l'import-export, quoi. Ah, c'est Une sûr. commande dans l'import-export qui tombe là pour des masses, c'est 300 000 euros, quoi, tu vois. Et forcément, le truc, bah, il y a pas de comparaison possible, quoi. Et encore une fois, après, si tu veux passer du temps avec les élèves et garder ça de côté passion, bah, moi, mon temps, il est limité, il a beaucoup de valeur. Et du coup, je peux pas non plus en mettre trop sur le côté passion, quoi. Exactement. Et actuellement, au niveau de l'import-export, qu'est-ce qui t'empêche vraiment de... Pourquoi tu t'es retenu de scaler depuis tant d'années? Qu'est-ce qui t'a empêché en fait depuis? J'ai jamais voulu avoir d'employés. J'ai toujours voulu faire ça tout seul. C'est-à-dire que bon, j'ai des freelancers, j'ai des stagiaires, j'ai personne qui bosse avec moi, des partenaires, des entrepôts, des usines, des choses comme ça, tu vois. Mais on a toujours été un petit peu moi et ma femme, tu vois. Et moi et ma femme, c'est facile, encore une fois, de monter jusqu'à 20 millions d'euros. C'est possible. Mais après ça, c'est plus possible. Et on voulait vraiment, on a été, voilà, on a gardé notre liberté. Tu as vu, on a voyagé tellement, là, même là, tu vois, sur les 12 derniers mois, Ouais, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la France, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait Andorre, j'ai fait la Chine, là, je suis en Thaïlande, j'ai fait le Laos, tu vois.
Déjà, rien que ça qui me vient en tête, c'est 7 pays, tu vois. Et on a toujours aimé cette liberté et puis cette possibilité de se dire, voilà, aujourd'hui, je travaille pas, aujourd'hui, on prend un avion, on va à Xiamen, par exemple, on va à la plage, tu vois, à l'autre bout de la Chine, machin, tu vois. Et en plus, bah, on a eu 2 enfants, tu vois, qui ont maintenant 7 et 12 ans. Et on voulait voilà, un peu profiter aussi de tout ça, parce que quand j'ai commencé, moi, dans l'import-export, dans la PME du nord de la France, là, mon gamin, je le voyais pas beaucoup, tu vois. Je le voyais pas grandir, il venait de naître et tout. Je me disais, voilà, je voulais plus jamais ça. Et donc, on a vécu comme ça, un peu cool, même si on a fait du lourd, tu vois, mais on est quand même cool. On n'a pas vraiment l'impression de travailler, tout est Travailler. automatisé, tout est processisé, etc. Et au final, les gens ils disent, ouais, Cédric, on a l'impression que tu es toujours en vacances, mais en fait, tu fais des millions, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de me dire, voilà, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'énorme et passer à quelque chose de supérieur? Mais forcément, il va me falloir un COO, il va me falloir embaucher, il va me falloir des équipes, des vendeurs, tout simplement, des commerciaux. Et, euh, et c'est plus la même chose, c'est plus le même business au final, c'est vraiment un challenge complètement différent. Donc voilà, on s'est bridé parce qu'on voulait vivre la vie qu'on a vécue. Et au final, je regrette pas du tout, hein. Franchement, c'est vraiment fait plaisir quand même. On a fait des belles folies aussi, tu vois. Hein, tous les boutiques de luxe, acheter des appartements sur un coup de tête, des décorations sur l'appartement en Chine qui coûte aussi cher que l'appartement et tout. Tu vois, on s'est fait plaisir, quoi. Maintenant, on se dit, OK, euh, peut-être qu'on peut faire quelque chose et apporter plus de valeur au monde parce qu'on a quand même bien profité. Et puis, ça fait plus de sens, de toute façon, tu vois. Maintenant, tu me parles d'acheter un sac Prada, un sac Louis Vuitton, un sac Gucci, etc. Tu vois, on en a déjà, quoi. Et on se dit, bon, ben, j'ai eu même une période où je me disais, mais qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Tu vois, tu te dis, OK, et la retraite, c'est pas pour moi, je peux pas. C'est pas Mm. possible de rien faire. Je deviens un fou, quoi. Tu vois, on a Exactement. essayé, hein. Tu te dis, tu te poses à la plage, tu fais les hôtels 4 5 étoiles, etc. C'est cool. Tu vas à New York en classe business, machin. C'est cool. Mais une fois que tu l'as fait, tu te dis, bon, bah, je fais quoi maintenant, tu vois? Et donc voilà, on s'était bridé en quelque sorte, et maintenant bah, on débride tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu te proposes toujours Parce qu'à l'époque, je sais que tu avais une formation sur l'import-export. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou tu n'es plus du tout dans la formation côté import-export? Non, j'ai supprimé. C'est-à-dire que bon, après on pourrait lancer un truc, mais encore une fois, il faudrait que ça soit comme le chinois, que ça soit Ouais. tout automatisé, et puis voilà quoi. Parce que c'est plus là où je prends du plaisir. Pareil, sur YouTube aussi, je fais beaucoup moins de vidéos. Et un moment aussi où je faisais des trucs à la vie, dans ma villa, dans mon jardin, tu vois, au bord de la piscine, des trucs comme ça. C'était cool, tu vois, on se la pète et tout. Mais là, ouais, j'ai plus de. C'est plus ce qui me botte. Encore une fois, la formation en ligne et tout, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ouais, j'ai envie de faire du lourd, j'ai envie de faire du sale. Et du coup, j'ai supprimé. Ouais. Donc, toutes les formations en chinois, j'avais plein de petites formations aussi, j'ai tout supprimé. Hein, il n'y a que la méthode Cramp maintenant pour apprendre le chinois, la formation de base. Et les formations en ligne, donc pour tout ce qui est import, etc., j'ai tout supprimé, sauf une pour aider notamment pas mal de potes et de débutants, etc., qui est vraiment sur bah, comment lancer un business et faire tes premiers chiffres, pas forcément en dropshipping, Ouais. euh, voilà, un petit peu à leur Mozi, tu vois. Se Mhm. dire, je vous donne de la valeur, il y a la chaîne YouTube, il y a cette petite formation pas chère et tout. Et ensuite, si vous arrivez à faire du lourd, si vous arrivez à monter à 1 million d'euros, par exemple, là, Venez vous me venez me voir. voir et moi, je bosse avec vous, tu vois. Exactement. Mais j'ai plus le truc où je fais des formations, puis Facebook, TikTok Ads ou formation import-export, etc. J'ai tout supprimé. J'ai Ok. supprimé parce que j'ai plus envie, tout simplement. J'ai plus envie de passer du temps sur ça quand à côté de ça, tu vois, c'est bien une formation, tu vois, une formation, enfin voilà. J'ai envie de passer à autre chose, tout simplement. Donc j'ai tout supprimé, tout Ok, simplement. d'accord. Merci beaucoup, Cédric. Donc, est-ce que tu as un mot pour la fin pour l'audience? Parce que vraiment, ça fait maintenant plus d'1h30 qu'on est en train de parler. Donc, voilà, je pense que ça a beaucoup de valeur. Est-ce que tu as un mot pour l'audience? Bah, le mot de la fin au niveau entrepreneuriat et tout, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. J'ai vraiment envie d'insister sur la santé. Prenez soin de vous, faites du sport et ça va changer pas mal de choses dans votre business. Moi, là, je sors du Covid, donc voilà, ça s'entend, je tousse un petit peu. Et j'ai eu pas mal de soucis aussi dans les années 2017 au niveau de la santé. Le mot de la fin pour moi, c'est prenez soin de vous. Voilà. Faites du sport et ensuite à fond sur le business jusqu'à ce que vous ayez créé quelque chose qui a vraiment de la valeur. Voilà. Faire quelque chose pas pour vous, pas pour faire de l'argent rapidement, etc., mais apporter de la valeur aux gens.
solutionner les problèmes des gens, tout simplement. C'est beaucoup plus facile de trouver, encore une fois, des clients qui ont besoin, par exemple, de matières premières, comme on expliquait sur ma Ouais. chaîne, des choses comme ça, que d'essayer de se dire, voilà, je veux vendre du bijou fantaisie, je veux vendre de l'accessoire iPhone, des choses comme ça. Mm. Et orientez-vous voilà, sur les problèmes des gens, tout simplement. Et il y a beaucoup d'argent à faire là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, Cédric. Et surtout, merci à vous de rester jusqu'à la fin si vous êtes là. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Sincèrement, ça m'a fait beaucoup plaisir de te recevoir aujourd'hui, Cédric. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Merci de m'avoir reçu. Tchou.